Frédéric Anzo, surnommé, vous comprendrez rapidement pourquoi, Fidèle. Et comme il est beau, je vois rouge. Et donc, et il va nous parler effectivement de nos forêts. Pour tous ceux qui s'intéressent, voilà, sachez qu'il nous a écrit un bel article sur notre revue Étincelant et une partie de ce qu'il est en train de, ce qu'il va nous raconter maintenant se trouve dans cet article. Il y a aussi un article de moi, enfin bon bref. Donc je vous invite vivement à vous abonner et ou en tout cas à le regarder parce qu'il y a vraiment des travaux pas mal du tout. Donc voilà, pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, Frédéric, je te laisse la parole. Merci. Merci à toi. Eh bien, en effet, il n'y a pas partie de ce que je vais dire dans l'article, mais je pense que tout y est bien résumé. Je ne vais pas trop me vanter parce que c'est moi qui l'ai écrit, alors ça se fait pas de trop, mais bon, je pense qu'une bonne partie de ce que je vais évoquer aujourd'hui est dans l'article, donc je vous encourage à le lire ou à le relire après, pour ceux qui en veulent un peu plus. Bon, Gilda m'a bien présenté, je vais en rajouter un petit peu quand même. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, derrière ce surnom un peu provocateur, moi c'est Frédéric, je suis garde forestier dans les Vosges. D'ailleurs, si vous en avez marre des petites salles parisiennes, si vous voulez, vous pouvez tous vous déplacer dans les Vosges hein, pour faire des cafés, on peut trouver. Et outre mon métier de garde forestier à l'ONF, je suis adhérent du PRCF et syndicaliste aussi à Solidaire. Voilà. Je parle aujourd'hui en mon nom, bien sûr, et non pas... Enfin, je ne parle pas au nom de mon organisation syndicale, en tout cas, mais bien en mon nom propre. Et je m'excuse tout de suite, on va dire que je connais bien mon sujet, mais je n'ai pas préparé très finement la présentation d'aujourd'hui. Ce sera un petit peu improvisé, dans le sens où je viens de passer 3 semaines sur la marche pour la forêt, qui nous a pris beaucoup de temps, je vous en parlerai à la fin. Donc forcément, entre la lutte concrète et puis... les parties plus théoriques, la lutte concrète ces derniers temps a pris le pas sur les réflexions, mais je vais essayer quand même de faire quand même un peu de mon mieux. Donc je ne sais pas trop ce que vous avez eu avant aujourd'hui, mais j'avais envoyé quelques détails sur ce que j'allais raconter à ceux qui ont organisé cette petite discussion. Donc d'abord, bon, j'ai dit qui j'étais, mais... l'ONF, ça parle peut-être pas précisément à tous ceux qui sont là. Donc c'est l'Office national des forêts, c'est un établissement public qui a pour mission de gérer... Oh là, la lumière. Et la lumière fuit. Ça fait même presque beaucoup. Donc l'ONF a la mission de gérer les forêts publiques. Les forêts publiques, c'est un nom un peu bâtard, c'est les forêts de l'État et les forêts des collectivités, départements et principalement des communes. Et donc il y en a pas mal en France, et il y en a aussi en Outre-mer. On oublie souvent, mais il y a la Guyane, qui est beaucoup plus grande que la France, et boisée 95%, si ce n'est pas plus, et c'est quasiment exclusivement des forêts publiques. Donc aujourd'hui, dans ce qui est géré par l'ONF, il y a une bonne partie de forêts françaises, mais il y a aussi des forêts amazoniennes, et une surface qui n'est pas négligeable. Donc voilà, alors l'ONF, établissement public, qui embauche depuis sa création des fonctionnaires pour gérer les forêts. Gérer les forêts, c'est un bien grand mot. Hein. Et qui existe depuis les années 60. Pour faire un petit peu d'histoire, avant c'était les eaux et forêts, c'était une administration qui gérait à la fois les forêts publiques, mais qui s'occupait aussi d'autres domaines environnementaux et notamment de l'eau. Dans les années 60, l'idée a germé de découper un petit peu tout ça en plusieurs entités, de créer ce qu'on appelle des établissements publics administratifs pour s'occuper de l'eau ou d'autres domaines environnementaux, comme les parcs nationaux par exemple, que certains peut-être connaissent, il y en a un qui est en cours de création pas très loin d'ici, et de faire ce qu'on appelle un établissement public industriel et commercial concernant la gestion des forêts. La différence, c'est que industriel et commercial et administratif, vous voyez bien que déjà là il y a quelque chose il y a déjà un flou qui règne et qui commence déjà à s'installer. Il y a industriel et commercial d'un côté, il y a administratif de l'autre, alors qu'avant c'était juste une administration. Donc on a créé au sein de la grande administration un secteur qui est industriel et commercial. Dès le début, les personnels des eaux et forêts, ils n'ont pas accepté du tout cette réforme-là, et s'en est suivi un bras de fer qui a duré 3 ans, et on a obtenu quelque chose qui n'existait pas forcément à ce moment-là,
dans la loi française, c'est un statut dérogatoire. Donc l'ONF est devenu un EPIC dérogatoire. Ça veut dire que c'est un EPIC, mais qui peut quand même embaucher des fonctionnaires. Donc un EPIC, c'est un établissement public industriel et commercial. Normalement, il n'y a pas de fonctionnaires dans un établissement public industriel et commercial. C'est comme d'autres qu'on peut connaître aujourd'hui. Il n'y a pas de fonctionnaires dans ces structures-là, mais la lutte des personnels a fait qu'à un moment donné, il y a eu ça. Donc je disais, donc il n'y a pas de fonctionnaires dans un établissement public industriel et commercial, mais la lutte des personnels a fait le gouvernement a fait machine arrière et on a accordé un statut dérogatoire qui permettait à l'établissement public de continuer à embaucher des fonctionnaires. Donc c'était un premier avertissement. Pourquoi je parle de cette partie un peu moins, qui ne paraît pas très intéressante comme ça? L'administration des eaux et forêts, elle, avait été créée bien antérieurement, en 1291, par Philippe le Bel. C'est pour vous situer le contexte. Les rois, à l'époque, pour tout un tas de raisons, avaient compris que pour gérer de la forêt, il fallait une certaine continuité qui soit au-delà des générations. Et donc, ça s'est maintenu, on va dire, même après la Révolution française, sous les gouvernements bourgeois, il y a toujours eu cette on va dire, pensée que pour gérer de l'espace forestier, il fallait quelque chose qui soit au-delà des générations. Donc on avait besoin de personnel de l'État, d'une administration. Dans les années 60, avec l'essor de la filière bois, il y a déjà cette idée que finalement, pour faire de la forêt, on n'a peut-être pas besoin de fonctionnaires. Ça pose un peu problème pour tout un tas de raisons politiques que j'évoquerai après. Donc on arrive déjà avec cette idée-là que ça va être une entreprise et non plus une administration. Ça n'a pas été le cas, des fonctionnaires sont restés et encore beaucoup d'eau est passée jusqu'à arriver aujourd'hui. Alors l'ONF aujourd'hui, c'est 9000 personnels. Pour vous donner un ordre d'idée, on était 12 000 en 2002. Voilà, déjà ça fixe un peu le contexte. On était 12 000 en 2002, on gère 16% du territoire métropolitain et on représente 5% du budget du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, derrière tout ça, depuis toujours, c'est un petit peu une vision, on va dire une vision écologique qui devait prédominer dans les forêts publiques. On voulait faire de la forêt pour produire du bois, mais en même temps, c'est à la mode en ce moment, en même temps, on voulait accueillir les gens dans ces forêts-là, dignement, et aussi protéger la biodiversité dans les endroits où on peut le faire. C'était, on va dire, un axe qu'on appelle à l'ONF, ce qui se faisait foi pour gérer les forêts, c'était un objectif de gestion multifonctionnel. Multifonctionnel, c'est multifonction. Au lieu d'avoir le modèle scandinave ou le modèle américain qui prend 100 hectares de forêt, met une cloche sur 2 hectares, on fait rien du tout, on accueille le public, là-dedans c'est très bien, là-dedans il y a les oiseaux, tout ça, puis sur les 98 restants, on racle tout et on fait que du bois. Il y a une logique française qui était entretenue dans les forêts publiques, qui était de dire non, nous sur les 100 hectares, on essaye de tout faire, sans qu'une mission écrase l'autre. Donc ça, on va dire, c'est ce qui est un petit peu l'axe par lequel on essayait de gérer les forêts publiques. Tout ça, c'est la théorie. C'était pour vous fixer un petit peu le contexte de l'établissement. En 2002, donc à l'ONF, il faut bien comprendre qu'il y a déjà un paradoxe parce que on fait du service public, il y a des fonctionnaires, mais en même temps, on vend aussi des prestations, puisqu'on est un établissement public, industriel et commercial. On vend du bois, on vend des services forestiers, on vend des travaux, on vend des choses comme ça, on vend des missions de conseil, des études. Donc il y a un flou artistique qui a été entretenu pendant un certain temps, et à un moment donné, en 2002, l'Union européenne s'est dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. L'Union européenne a dit que le système de fonctionnement de l'ONF ne respectait pas la concurrence libre et non faussée. Parce qu'il y avait, dans un établissement avec des fonds de l'État qui arrivaient, des fonctionnaires qui faisaient du concurrentiel. Alors on a dit ça, c'est pas possible. Donc il faut rembourser ce que nous on appelle, et ça va être un terme barbare que je vais expliquer, le versement compensateur. Alors là, je m'explique. En fait, vous imaginez bien que, puisqu'on est un établissement public industriel et commercial, l'objectif de 1967, c'était autonome financièrement. À partir du moment où on a continué à faire des missions de service public assez nombreuses, en montagne, ou même dans les secteurs urbains, et même dans n'importe quel secteur, toutes ces missions-là ont eu un coût qui n'ont jamais été facturés. Donc il y a de l'argent qui ne rentrait pas. Depuis les années 60, l'État a continué à verser de l'argent à l'ONF pour son fonctionnement, pour cette mission de service public. Ça représente à peu près
jusque dans les années 2013, 2014, 2015, 180 millions d'euros. Vous allez dire, ça c'est vraiment une paille, hein, dans le ministère de l'Agriculture, 180 millions d'euros, c'est rien du tout de chez rien du tout. Et donc c'était à peu près ce que versait l'État, on va dire 200 millions pour arrondir, sur un budget global d'1 milliard. Hein. Le budget de l'ONF, à peu près, c'est 1 milliard. Donc il y en avait 200 qui venaient de l'État. L'Union européenne, elle a dit, ça ne respecte pas les règles, il faut rembourser tout ce que vous avez perçu de l'État depuis 1967. Alors vous imaginez bien, ça voulait dire, la boutique coule tout de suite, hein. On signait en bas de la page, c'était terminé. Par des choses plus ou moins alambiquées, on a réussi à dire non, regardez, on a une comptabilité analytique de ce qu'on fait, ça c'est du public, du service public, puis ça c'est du concurrentiel. Alors là, le compromis qui a été trouvé, c'était de dire, bon d'accord, mais dans ce cas, vous coupez l'ONF en deux. Concurrentiel d'un côté, public de l'autre. Alors vous voyez déjà arriver, là il faut voir arriver le truc, hein. Ça montre jamais son nom, mais ça vient toujours par les côtés, hein. Donc là on coupe le truc en deux, on dit là il y a le concurrentiel, ce qui va encaisser l'argent, puis de l'autre il y a ce qui va dépenser en gros. Puis aujourd'hui on va dire, regardez d'un côté, oh là ça marche bien, ça rapporte. Et de l'autre, ah bah là mais vous ça va pas du tout, vous êtes endetté là, vous coûtez de l'argent et vous en rapportez pas. Alors voilà un petit peu déjà ce qui va naître à ce moment-là. Et puis on va dire, il y a beaucoup trop de personnel, 12 000 personnes. Donc là c'est le début des politiques de réduction des politiques publiques, etc. Donc là on va virer tout le monde. Et pour donner un petit ordre d'idée, le secteur moyen d'un forestier a triplé entre 2002 et aujourd'hui. La surface dont s'occupe un forestier de terrain a triplé. Donc voilà un petit peu pour fixer le contexte. Et enfin pour finir, à l'ONF, il y a des gardes forestiers donc ce que certains d'entre vous connaissent, le garde forestier qui est dans sa forêt, qui s'occupe de la forêt, le policier de la forêt si on peut dire, qui gère aussi la forêt. Mais il y a aussi derrière tout un tas de personnes qui travaillent en soutien de ces métiers-là, des administratifs, des ingénieurs, etc. etc. Donc c'est pas que seulement cette petite partie immergée de l'iceberg, c'est beaucoup plus gros que ça. Donc voilà un petit peu pour vous présenter le contexte, on va dire, à l'ONF. Et bien sûr, depuis 2002, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on n'a fait que de réduire les personnels drastiquement, pour finir aujourd'hui à 9000. Et là, on vient d'annoncer qu'on allait en supprimer 1500 d'ici la fin du mandat de Macron. 1500 sur 9000, c'est presque 20%. Hein. Donc je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça peut entraîner. Tout ça, ça s'intègre dans un cadre. Bien sûr, il n'y a pas que l'ONF. L'ONF, c'est tout petit. Certes, les personnels sont un peu résistants, mais c'est tout petit. Il y a eu la Poste, il y a eu EDF, il y a eu France Télécom. Donc c'est tout ce package-là, c'est une grande série avec plein d'épisodes. Le premier épisode, ça a été les PTT, après ça a été EDF. Maintenant, il ne reste plus que des reliquats. Hein. Après l'ONF, il ne restera plus que l'éducation nationale. Dans l'ordre, on avancera petit à petit. Hein. Pour l'instant, c'est la forêt et c'est l'ONF. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que c'est l'ONF. Alors il y a quelque chose à l'office qui pose problème. Qui pose problème, on va dire, politiquement, je dirais. Si aujourd'hui les gouvernements et l'Union européenne derrière, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, derrière il y a toujours des directives européennes qui veulent de plus en plus de concurrence, etc. Il y a à l'office quelques éléments qui posent problème, à la fois pour le bon fonctionnement de la filière bois, je dirais, pour que la filière bois, ce qu'elle veut, c'est plus de bois. Et moins cher possible, évidemment. Ce qu'elle veut écraser, c'est la ressource. La ressource, c'est toujours le premier niveau, et on va dire c'est le secteur primaire de l'économie, quoi. Hein. Et c'est toujours le niveau le plus difficile. C'est toujours le niveau le plus difficile pour ceux qui travaillent, parce que c'est toujours le niveau qui a tout le poids du reste et dessus, donc les écrase. Les agriculteurs, c'est pareil. Donc, la filière bois, les transformateurs, les industriels, ils veulent du bois pas cher et en quantité. Et en plus, ils veulent du bois comme ils veulent. Et ils veulent pas n'importe quel bois, il faut que ça soit la grosseur qu'ils veulent, etc. Donc bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est que, comme pour les salariés, comme pour les travailleurs, ils veulent qu'ils s'adaptent à leur demande. Il faut que ça soit les industriels, il faut que la forêt s'adapte aux industriels. Il faut que les travailleurs s'adaptent à ceux qui les emploient, par l'inverse. Donc c'est bien cette logique-là qui est, on va dire, aujourd'hui à l'œuvre. Donc pour ça, aujourd'hui à l'ONF, des fonctionnaires qui peuvent dire non, quand on vient leur dire le matin, aujourd'hui on va prélever 150 mètres cubes, et là ils disent non, mais ça c'est une folie, on en prélèvera que 100, on va pas leur dire demain t'es dehors, tu vas pointer à Pôle emploi. On a une certaine sécurité qui nous permet jusqu'à maintenant de faire, c'est pas mon terme, de faire ce que François-Xavier Drouet, l'auteur du film Le Temps des forêts,
qui est en train de passer en ce moment et que je vous recommande. Donc c'est un film qui s'appelle Le Temps des forêts, c'est un film, c'est pas un documentaire, c'est un film. François Xavier parle de forestiers résistants, ou de résistants forestiers, ou de résistance forestière. C'est pas mon terme, c'est le sien, mais en tout cas, sans un statut qui nous permet de dire non, on ne pourrait pas le faire. Ça, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, il y a des personnels qui, sans être dans la rue en train de manifester, freinent la machine comme ils le peuvent à leur niveau. Et ça pose problème à la filière. La filière, elle veut que les gens ils soient beaucoup plus dociles que ça. Donc c'est un premier point, c'est plutôt un problème d'autorité. Et évidemment, pour la filière bois, l'ONF, c'est 40% du volume de bois mis sur le marché, à peu près. Et les forestiers privés, qui sont plusieurs millions, je n'ai pas le nombre exact, c'est 60%. Ben, la filière, elle a bien compris qu'entre convaincre un interlocuteur pour avoir de passer de 40 à 45%, et entre convaincre plusieurs millions d'interlocuteurs de mettre plus de bois sur le marché, elle va au plus rentable et au plus efficace. Elle va voir l'ONF, elle dit je veux plus de volume. Donc voilà pourquoi on est un peu ciblé sur ce terrain-là. Ça c'est un premier problème, mais c'est presque un dommage collatéral, j'ai envie de dire. Je prends le risque, ça c'est moi personnellement qui prends ce risque-là. Je pense que ce qui pose beaucoup plus de problèmes aujourd'hui politiquement à l'ONF, c'est qu'il y a encore des fonctionnaires qui travaillent dans cet établissement-là. Il y a encore des gens qui sont sous un statut qui s'appelle le statut de la fonction publique. Et ça, aujourd'hui, Macron, mais c'est un ensemble. Macron, c'est le petit élément qui dépasse. Mais c'est tout un ensemble. L'ensemble des bourgeois capitalistes, je prends le terme vraiment ras-le-corps, l'ensemble des bourgeois capitalistes qui prennent les décisions politiques aujourd'hui ne peuvent pas supporter que des personnes soient dans une situation de production de valeur sans avoir la possibilité d'être au chômage, sans avoir à aller quémander sur le marché de l'emploi la possibilité d'aller travailler, qui ont un salaire à vie, tous les avantages qui sont contenus dans le statut de la fonction publique. Des fonctionnaires, c'est un problème dans un monde capitaliste. C'est un problème parce que c'est une manière de produire qui n'est pas une manière capitaliste de produire de la valeur. Et si la Poste, France Télécom et tous les autres établissements publics qui embauchaient des fonctionnaires ont été aussi ciblés à un moment donné, c'est aussi pour cette raison-là. Il faut qu'ils disparaissent du paysage, ces gens-là. Les gens qui sont sous ce statut, et le statut lui-même doit disparaître du paysage. Et je vais en prendre pour exemple l'ensemble des choses qui ont été faites contre le statut à l'ONF avant qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui. Le fonctionnaire, c'est quelqu'un qui, normalement, ne rémunère pas d'actionnaire, c'est un travailleur non capitaliste. Il ne rémunère pas d'actionnaire. Pour l'instant, l'office ne rémunère pas d'actionnaire. Mais la direction dit, d'ici 2020, peut-être qu'on pourrait ouvrir le capital. Peut-être qu'on pourrait vendre des bons de capitaux incessibles, comme à GDF. Bon, on sait très bien ce qu'il en est devenu après, puisqu'il suffit de fusionner l'entreprise incessible dans une autre entreprise, Suez, et puis hop, ça y est, c'est bon, on peut racheter les bons et ça, tout va bien. Imaginez demain, on fusionnera ONF avec Veolia, Veolia c'est des bons cessibles, et puis hop, c'est bon, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Donc déjà, cet argument-là, il n'est pas valable. Donc on veut nous faire travailler pour des actionnaires, on veut faire du profit aujourd'hui sur les gens qui travaillent en forêt. Pour l'instant, on ne peut pas en faire parce que la loi ne le permet pas, le statut ne le permet pas, mais on veut le faire. Et le statut, on le détricote par tous les bouts, j'ai envie de dire. Le statut de la fonction publique, c'est aussi la possibilité d'être propriétaire de son salaire où qu'on aille, géographiquement parlant. Aujourd'hui, je suis dans les Vosges, demain je demande une mutation, et puis je vais travailler en région méditerranéenne. En région méditerranéenne, les forêts ne produisent quasiment rien. Je serai payé le même prix. Parce que imaginez, si je vais dans une forêt qui ne produit pas, non, t'es pas payé, t'es dans une forêt qui ne produit pas de bois. Alors toi, tu ne seras pas payé. Puis le gars qui est dans une forêt qui produit énormément de bois, lui, il sera plus payé. Alors, aujourd'hui, c'est pas possible. Le fonctionnaire, aujourd'hui, où qu'il soit, il a le même traitement, il a le même salaire, quel que soit le poste qu'il occupe. Et bien ça, ils l'ont découpé. Ils ont intégré les primes. Alors, avant, on avait le traitement représentait 90% de salaire, maintenant, c'est les 2/3, voire moins que ça. Des petites primes. Alors, les primes, c'est en fonction du poste occupé. C'est en fonction de l'organisme géographique dans lequel on est. Si on change d'organisme géographique, on n'a pas les mêmes primes. Puis on a des primes de résultats aussi. On a des rémunérations au mérite. Alors tout un tas de choses comme ça qui viennent, comme ça, puis petit à petit, détricotent le statut. Récemment, ils attaquent de plus en plus la possibilité même de se déplacer géographiquement avec notre salaire. Quand on rentrait à l'ONF, on devait rester 3 ans quelque part. Maintenant, il faut qu'on reste 5 ans. Et encore, on va rester 5 ans, mais en plus de ça, vu qu'ils réduisent drastiquement le nombre de postes qui permettent en mutation, parce qu'il y a plein de postes vacants, mais ils ne les mettent pas tous, on ne peut pas tous les demander. Donc voilà, il y a cette possibilité de mobilité, c'est ce qu'on appelle comme ça d'ailleurs la fonction publique, c'est la mobilité, cette possibilité de faire mobilité en partant avec notre salaire,
petit à petit, on est en train de la perdre. Il y a tout un tas de choses comme ça qui viennent prouver que le problème, c'est bien le statut. Ils ont argumenté que le statut de la fonction publique coûtait cher, qui coûtait trop cher. Les fonctionnaires coûtent trop cher, ils font exploser la masse salariale de l'établissement. Alors déjà, à l'ONF, la masse salariale, c'est 57% de nos dépenses. Pour un établissement qui produit des services, on ne fait pas de transformation industrielle. On produit que des services. La moyenne pour un établissement de services, c'est beaucoup plus que 57%, c'est logique. Puisque la seule chose qui coûte quand on produit des services, c'est les salariés. Globalement, il y a les locaux, etc. Mais... Donc c'est pas choquant du tout, voire même c'est choquant dans le sens inverse, qu'il n'y ait que 57% des dépenses qui aillent sur les salariés dans un établissement de services. Mais là, ça va encore plus loin. On dit, ah ben, vous voyez, les fonctionnaires, la masse salariale est vachement plus chère à personne égale et à rémunération égale qu'un salarié de droit privé. J'intègre, hein, petit à petit. Donc salarié de droit privé. C'est un petit terme qui a fait son apparition il y a 15 ans à l'ONF. On n'entendait jamais parler avant ça. Les contrats de droit privé. Il y a droit public, droit privé. Donc là, droit privé, c'est Code du travail, c'est plus du tout un fonctionnaire, c'est l'ONF en tant que, non plus établissement public, mais là bien entreprise, qui prend un contrat de droit privé, CDD, CDI. Donc c'est plus du tout la logique du statut de la fonction publique. Le contrat de droit privé, il peut plus se déplacer. Demain, si on lui dit, bah écoute, tu fais pas ce que te demande, tu t'en vas, etc., etc. Donc c'est les contrats de droit privé qui ont fait leur apparition, petit à petit. Alors au début, on a dit, bah vous comprenez, il n'y a que les gens qui sont assermentés. Alors en effet, à l'ONF, encore une fois, je reviens, il y a des gens assermentés. Assermentation, enfin, on est chargé de mission de police. Sur le code forestier et le code de l'environnement, ça reste très restreint, mais c'est quand même ça. On est chargé de mission de police et assermenté. Donc on dit, ah bah, il n'y a que ceux-là qui doivent être fonctionnaires. Finalement, le fonctionnariat, c'est pour le service public, c'est tout. Il n'y a pas à avoir du fonctionnaire pour produire des biens, des services, c'est pas intéressant. Donc ça, c'est une vision libérale, voire même pas encore assez libérale. Mais c'est une vision assez libérale. D'ailleurs, c'est un biais qu'il faut faire attention, parce que quand on dit ah ben on va défendre le service public pour défendre les fonctionnaires, bon bah ça mène toujours à ça alors. Parce que qu'est-ce qui est du service public? Finalement, produire de l'alimentation, des paysans, ils devraient être fonctionnaires, parce que c'est quand même la base de manger. Alors, ça devrait être un service public. C'est la base de soigner, pourquoi c'est pas la base de manger? Donc c'est un faux sujet, c'est une manière simplement de faire rentrer des petits bouts, et toujours de réduire le nombre de fonctionnaires. En 2002, on était 12 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, on est 6 000 fonctionnaires. 9 000 personnels, mais 6 000 fonctionnaires. Donc déjà, il y a un tiers des personnels qui, en 15 ans, ont passé du statut de fonctionnaire au statut de droit privé. Donc là, c'est bien, encore une fois, une attaque qui est engendrée. Donc il y a de plus en plus de personnels de droit privé qui sont embauchés, jusqu'à ce qu'il ne reste en 2015 que les gardes forestiers qui étaient encore embauchés comme fonctionnaires. Donc là, on a vraiment réduit à peau de chagrin. Et depuis le 1er janvier 2018 est rentré les derniers fonctionnaires de l'ONF sont rentrés le 1er janvier 2018. On nous a annoncé que ça serait fini. Il n'y en aurait plus. Que maintenant, même les gardes forestiers seraient recrutés de droit privé. Et ne seraient plus assermentés. Je vous laisse imaginer un petit peu, petit à petit, donc plus de mission de police, etc. Finalement, on n'a plus rien à protéger. Donc petit à petit, vous voyez, on avance. C'est toujours une grande échelle, quoi, si j'ai envie de dire. On monte les marches petit à petit, c'est le sketch de la grenouille. On la met jamais dans l'eau bouillante directement. On la met d'abord dans l'eau froide, puis on chauffe l'eau progressivement. Ben là, c'est exactement le sens de ce qui est en train d'être fait. Et donc on dit les fonctionnaires coûtent plus cher. Alors en effet, on a fait un petit truc à l'ONF qui est très bien, mais c'est inspiré d'autres privatisations, je vous rassure, on n'a rien inventé. En 2006, l'État a dit, pour vos fonctionnaires, vous l'ONF, vous allez payer vous-même vos retraites. C'est l'ONF qui va payer ses retraités, sur ses fonds propres. Bon, jusque-là, on pourrait dire d'accord, sauf que vous allez continuer à cotiser. Sinon, c'est pas drôle, hein. Donc, l'ONF, sur nos salaires, on cotise aux caisses de retraite, jusque-là, comme tout le monde, sauf que c'est pas les caisses de retraite qui payent nos retraites, c'est l'ONF qui paye nos retraites. Alors, je vous laisse imaginer, on est passé de 60 millions d'euros à peu près, le coût des retraites à l'office, c'était 60 millions d'euros en 2006, en 2007, c'est 120 millions d'euros. Ah oui, on le paye deux fois. C'est pas plus compliqué que ça. Depuis 2006, ça représente 720 millions d'euros cumulés. Hein. Donc, voilà, petit à petit, comme ça, comment on vient là, on dit, bah c'est l'État, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est l'État qui le demande. Donc c'est en ça que je vais arriver à une première conclusion sur le sujet. C'est le vieil adage, quand on veut tuer un chien, on fait toujours croire qu'il est malade. Et aujourd'hui, à l'ONF, ce qui est fait, c'est de rendre que tout ne fonctionne plus. Il faut que plus rien ne fonctionne.
Mais on crée une pagaille inimaginable. On crée, que je vous ai dit, le sujet des retraites qui coûte, pour reprendre un illustre, un pognon de dingue. Mais c'est bien ça. Alors les gens se disent, mais c'est pas possible. On empêche les gens de travailler en leur créant tout un tas de complications qui n'existaient pas avant. On change les gens de bureau tous les 6 mois. On change les gens de collecte tous les 6 mois. Et on change les gens de mission tous les 6 mois. Et ce qui est bien attaqué aujourd'hui, et là je vais reprendre Bernard Friot qui est venu nous voir sur la marche il y a quelques semaines, à côté de Nancy. Bernard Friot a dit à la fin de son intervention, ce que j'aime beaucoup dans la lutte syndicale des forestiers aujourd'hui, c'est qu'il y a un contenu il y a un contenu social, on défend des acquis sociaux d'une certaine manière, mais c'est assez marginal. Depuis 2002 qu'on se bat, on n'a jamais eu de revendication salariale. On se bat uniquement sur le contenu même de notre travail, sur le sens qu'on lui donne, et sur l'objet de notre travail qui est la forêt. On ne se bat même pas sur nos acquis, sur nos conditions de travail, etc. etc. Pourtant, il y aurait de quoi dire, hein, mais bon. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui, l'ennemi à l'ONF, c'est le fonctionnaire. Et demain, on pourrait très bien faire un service public forestier d'une qualité moindre, mais un service public quand même, des missions de service public, mais fait par des gens de droit privé. Dans le cadre d'une entreprise privée qui verserait des actionnaires à la fin, des dividendes à la fin de l'année. Parce que, en fait, le capitalisme, lui, il ne connaît pas de secteur public. On pourrait raconter que, il y a toujours, il y a le capitalisme, d'accord, il y a la sphère privée, puis la sphère publique, parce qu'il y a quand même des choses comme, il y a des fois des keynésiens qui viennent raconter ça, ou des réformistes qui viennent vous dire, non, mais il y a quand même dans le capitalisme un secteur qui doit rester public. Mais les libéraux, ils ne connaissent pas ça, eux. Toutes les missions de service public doivent pouvoir être faites par des entreprises privées sans aucun problème. Et des dividendes doivent être versés, des profits doivent être engagés, doivent être faits, et pour ça, vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir des fonctionnaires, c'est pas possible. Alors, on atteint les cas extrêmes. On s'est battu l'année dernière parce qu'ils ont commencé à embaucher des contrats à durée indéterminée, des CDI, de droit privé, sur ce que nous appelons des triages, donc sur des postes de garde forestier, qui ne seront pas assermentés. On s'est battu là-dessus, mais on a déjà été pris de court. Parce qu'un an après, ils nous ont dit « Ah mais non, mais c'est fini les CDI. Maintenant, on va embaucher des CDD à la tâche. » Pour vous donner un exemple, dans une zone de montagne, où il y a de la neige en hiver. En hiver, il y a de la neige en montagne. On ne peut pas travailler du mois de novembre jusqu'au mois de mars, on ne peut pas travailler. Pourquoi on paye des gens entre le mois de novembre et le mois de mars? Rien foutre. C'est pas possible, ça. Alors, on va prendre des CDD, qui vont travailler du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, et puis au mois d'octobre, on va leur dire « Bon voilà, maintenant c'est fini, ton contrat est terminé, il y a la neige, on ne peut plus travailler. » Et on ajoute même dans le petit mot qui nous a été envoyé, on nous dit, petite phrase, nous essayerons tout de même de fidéliser nos personnels que nous embaucherons par ce biais-là. Alors là, c'est le summum, quoi. Si possible, ne travaille pas pendant la période-là pour que tu sois bien disponible quand la neige aura fondu. Donc, on revient à l'essence même, à la base de l'exploitation capitaliste. Il faut un prolétariat qui soit docile au possible, exploitable au possible et qui coûte le moins cher possible. Donc, il faut le payer vraiment le minimum. Pas pour le travail qu'il fait, parce que c'est bien là, encore une fois, normalement la norme dans une analyse marxiste de la production, c'est le travail, mais pas pour eux. Eux, c'est la concurrence. Il y a plein de gens qui veulent travailler en forêt, eh ben on va pas payer les gens chers puisque tout le monde veut faire ça. C'est la concurrence, le marché de l'emploi, enfin le marché du travail, et la concurrence, et donc des contrats de plus en plus précaires, et des situations de plus en plus précaires, mais qui vont avoir en plus de ça une conséquence qu'on ne voit pas tout de suite. Bien sûr, les forestiers qui vont travailler dans ces conditions-là, ça va être difficile pour eux. Les conditions sociales vont être vraiment moins disantes. Mais en plus de ça, vous imaginez bien que quand la filière ou quand la direction de la future entreprise décidera d'aller couper plus, le petit gars en CDD qui a absolument besoin que son CDD soit renouvelé à la fin de son contrat, il va pas dire « Ah bah non, je suis pas d'accord, ça se fait pas, on va pas taper plus, etc. » Non, non, il va rien dire, il va faire ce qu'on lui dit, et puis ça va s'arrêter là. C'est une évidence. Et c'est ça aussi qu'on dénonce. Au-delà de la dérive capitaliste, il y a une dérive qui va bien au-delà. En forêt, aujourd'hui, il y a une dérive qui va bien au-delà de la dérive capitaliste. En plus du capitalisme, c'est la dérive vraiment libérale, quoi. On va vraiment jusque-là. Donc voilà un petit peu. Je conclurai en disant, ce qui pose problème à l'ONF, c'est qu'on produit de la valeur de manière non capitaliste,
et j'irai encore plus loin, c'est provocateur, une partie de l'ONF aujourd'hui est un bastion communiste. C'est ça le nerf de la guerre. Parce que si on ne produit pas de manière capitaliste, pourquoi pas aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'existence d'une telle alternative pour montrer que finalement on peut faire autrement, on peut produire autrement. Donc c'est un peu ce statut-là qui pose souci. Ensuite, il y a un autre volet, au-delà de l'ONF. Là on va passer au-delà. On va parler plutôt de la forêt. En ce moment, bon, on a beau avoir quelqu'un qui dit qu'il est écologiste au ministère de l'écologie, qui remplace d'ailleurs quelqu'un qui disait aussi qu'il était écologiste. Ça fait beaucoup d'écologistes, hein. Ça fait beaucoup d'écologistes. Bon, ça fait des écologistes qui retournent leur veste beaucoup plus souvent, qui protègent les petits oiseaux, mais ça, c'est une autre histoire. La forêt, c'est un écosystème. C'est un milieu où il y a tout un tas d'espèces et tout un tas de richesses, mais c'est aussi du bois. On ne le nie pas. On a besoin du bois qui est en forêt. Les tables en bois, on a besoin du bois qui est en forêt. Mais il y a toujours eu, on va dire, une certaine volonté. Alors non, en fait, il n'y a pas toujours eu. Le rapport entre quelle place on met au bois par rapport au reste. Et est-ce qu'on doit... Dans les situations de crise, on a toujours, enfin, les gens ont toujours eu tendance à un peu surexploiter le bois comme variable d'ajustement, si vous voyez ce que je veux dire. Cette ressource-là, elle est là. On ne se rend pas compte qu'elle a mis 50, 60, 70, 80, 100 ans à pousser. On ne la voit pas forcément. On la voit juste qu'elle est là, elle existe, cette ressource. C'est plus facile que de creuser pour aller chercher du charbon. Et il y a un siècle et demi, il y a 2 siècles, quand on était en crise, on allait chercher du bois. Avant d'être dans les Vosges, j'étais dans les Ardennes pendant 3 ans. Les Ardennes, c'était la vallée de la Meuse, une vallée industrielle, une grosse vallée industrielle. Quand il y avait des tensions énergétiques, quand le charbon commençait à être cher, on allait raser les coteaux de bois qu'il y avait autour de la ville pour faire tourner les fours et pour faire fondre le métal. Aujourd'hui, la forêt ardennaise est défigurée, il faut bien se le dire. On est un siècle plus tard. La forêt est défigurée. Un siècle plus tard, ça ne s'est pas reconstruit et ça ne se reconstruira pas comme ça. Alors la forêt, vous allez dire, c'est la partie aérienne, le bois, mais il y a le sol aussi. C'est en dessous que les choses se voient beaucoup plus longtemps. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on voit, puis d'autres qu'on ne voit pas. Et donc, la forêt, c'est du bois. Et donc, c'est le marché du bois. Alors, le marché du bois, il existe déjà. C'est la 2e filière de France, derrière l'automobile. 380 000 emplois. Donc, le marché du bois, il a toujours existé, il existera toujours. Et il a toujours été concurrentiel. Enfin, en tout cas, il a toujours été privé. Mais, par la complexité de la ressource, jusque dans les années 50-60, par la complexité de la ressource, il est resté très familial. Il est resté sur un modèle très familial. Sauf que l'essor du capitalisme a fait que l'industriel est aussi rentré dans ces domaines-là. Et alors qu'on produisait des forêts, on va dire, typiques ou particulières, assez hétérogènes, l'industrie a commencé à dire, ben non, mais ça ne va pas du tout ça. Parce que moi je veux faire des grosses unités, et pour ça il faut des bois très standardisés. Il faut des bois de petit diamètre, dans lesquels je peux faire des choses très standardisées, faire de la grosse production industrielle. Ça a petit à petit avancé. Les politiques publiques n'ont visé qu'à soutenir financièrement que des installations qui utilisaient un système qu'on appelle les canters, c'est barbare, mais je vais m'expliquer. En France, on ne subventionne que l'achat de matériel de sciage scandinave. Mais les Scandinaves, ils ont de la forêt aussi. Un arbre en Scandinavie, ça met au bout de 350 ans, ça fait 35 cm de diamètre. C'est de la forêt boréale, c'est comme ça. Ils ont construit du matériel qui va avec cette ressource-là. Jusque-là, tout va bien. Mais nous, on a importé ce matériel sans rien changer pour scier les bois français qui font 80 cm de diamètre. Vous imaginez bien que c'est pas possible. C'est pas possible. Alors les industriels à qui on a donné de l'argent public pour investir dans ces matériels-là, nous disent « Ah ben, nous, on comprend pas parce que là, on a du matériel, mais on n'a pas la possibilité de mettre du bois dedans. On n'a pas le bois que vous nous donnez, il va pas. On ne peut pas le mettre dedans. Alors nous, il faut que vous nous donniez le bois qu'on veut. Hein. Donc, alors que le matériel, on peut l'avoir, hein, on peut le fabriquer. On sait très bien, les techniques, on les a. Et je vais prendre un exemple du film dont je vous ai parlé tout à l'heure. À un moment donné dans le film, l'auteur du film va interviewer un petit scieur vosgien. Un petit scieur vosgien, il a un accent imprononçable, on est au milieu d'une vallée, on ne sait même pas où on est. Et d'ailleurs, on voit le truc, il y a de la poussière partout, on se dit, mais on a l'impression de faire un bond 40 ans en arrière. Ce petit scieur vosgien-là, il scie sur mesure des très gros bois. Donc c'est du sur mesure, il s'adapte à chaque fois, à chaque morceau de bois, il s'adapte. Et
l'auteur du film lui dit, alors, vous êtes où? On est au Val d'Ajol, machin, c'est la vallée des scieries, parce qu'avant il y avait 13 scieries. Maintenant il n'y en a plus que 2. L'auteur lui dit, pourquoi il n'y a plus que 2 scieries alors qu'il y en avait 13 avant? Et le propriétaire de la scierie, qui pourtant est un capitaliste, lui répond, bah, c'est simple, la concurrence. C'est pas compliqué, c'est la concurrence. C'est la concurrence qui a fait que la filière meurt. C'est pas un bolchevique qui le dit, hein. C'est pas un bolchevique, c'est quelqu'un qui est propriétaire d'une entreprise, qui dit, si moi j'ai du mal aujourd'hui, et si toute la filière bois française meurt, c'est à cause de la concurrence. Et en effet, lui, ici 4000 m3 par an, vous pouvez pas vous imaginer, ou vous pouvez vous imaginer, mais c'est pas important, ici 4000 m3 par an, et il emploie à peu près 5 personnes pour faire ces 4000 m3. Le plus gros scieur de France, Philippe Siat, scie 4000 m3 par jour. Je vous laisse, bon. Et il emploie 25 personnes. Donc quand on vient vous raconter que cet essor de la filière, ce développement de la filière industrielle vers la standardisation crée de l'emploi, c'est faux. C'est ultra faux. C'est complètement faux. Et qu'est-ce qui faisait que ces petits scieurs vivaient avant? C'est parce que derrière, il y avait une administration publique. Et parce que les gens de cette administration publique vendaient les bois aux scieurs de la vallée, et tout ça se développait, on va dire, dans une certaine symbiose, pour prendre un terme biologique. Parce que tout le monde allait à peu près dans le même sens. Parce que je peux vous dire qu'un petit scieur, quand on bouge 4 personnes, il ne fait pas vraiment du profit. Il tire son salaire, le salaire de ses 4 salariés, et puis ça s'arrête là. Pour le reste, il travaille pour la banque. Et à peu près ça s'arrête là. Donc, cette filière-là, aujourd'hui, elle veut plus de bois standard de plus petit diamètre, pour faire tourner ces grosses unités. Ces grosses unités qui sont entièrement automatisées, qui n'emploient plus personne. Et en plus de ça, c'est une aberration écologique. Parce que dans un bois de 80 à 90 cm de diamètre, on a un taux de rendement sciage, entre passage d'une grume à une planche, vous imaginez, c'est rond, et on fait des choses carrées, rectangulaires. Il y a forcément de la perte. On a un taux de rendement de 60-70% sur des gros bois, sur des bois de 80 à 90 cm de diamètre. On a un taux de rendement de 60-70%. Par contre, sur des petits bois, on a un taux de rendement de 35%, 40%. Donc c'est une aberration écologique. C'est une aberration écologique. Donc c'est bien vers là. Par contre, pour faire pousser des bois de 35, on n'a pas besoin de techniciens. On n'a même besoin de personne, ni pour les scier, ni pour les faire pousser. Et c'est bien là aussi le problème de la filière bois aujourd'hui. On ne veut plus personne en forêt. On ne veut plus que des machines. Et si vous regardez le film Le Temps des forêts, vous le verrez, on veut des machines, mais on ne veut plus les gens. Pourquoi les machines? Eh bien parce que dans un système capitaliste, une machine, c'est le rêve. Ça ne se syndique pas. Ça peut faire 25 heures par jour, alors qu'il y en a 24. Il n'y a pas de problème. Ça tombe. Quand ça tombe en panne, bon, c'est un peu chiant, mais ça fait vivre. D'un point de vue bancaire, c'est splendide. Ça crée des prêts avec des endettements. Et, encore une fois, je vais prendre, dans le film, le réalisateur du film, il est dans une machine avec un chauffeur, et il lui dit, alors, bon, il lui parle de la machine, etc. Et le chauffeur lui-même, qui n'est pas un bolchevique, il dit, on est devenu esclave de nos machines. Et ben voilà. Ce système-là, il produit des esclaves. C'est exactement ça. Ce système-là produit des esclaves. Il produit de la main-d'œuvre qui donne des taux de profit à faire rêver tous les plus rentiers qui puissent exister dans ce pays. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on fait dériver cette filière, et je vais aller encore plus loin, dans un capitaliste monopoliste comme le nôtre, qui a déjà exploré l'essentiel des marchés possibles. Pourquoi aujourd'hui il est si gourmand? Quand il avait toute la possibilité de se développer dans 60 à 70% du secteur productif, il se concentrait déjà là-dessus. Mais là aujourd'hui, il a gangréné tout ça. Il a besoin sans cesse de nouveaux marchés. C'est pour ça qu'il va péter la santé, c'est pour ça qu'il va péter l'éducation, et qu'il va aujourd'hui péter la forêt. C'est pas grand-chose, vous allez me dire, c'est pas grand-chose la forêt, à côté de l'éducation. L'éducation, c'est énorme. Monsieur Blanquer parle du marché de l'éducation. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Hein. Depuis qu'il est arrivé au ministère de l'Éducation, il est sans arrêt en train de parler de marché de l'éducation. Donc, marché de l'éducation, vous voulez bien comprendre. On va la privatiser, l'éducation nationale. C'est clair, hein. C'est sûr, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'on va faire des profits sur l'apprentissage des jeunes. J'ai dit apprentissage, hein. J'ai bien choisi le terme. J'ai dit l'apprentissage. On va faire des profits là-dessus. Il ne faut plus que ce soit l'État qui gère ça. Et c'est déjà à l'œuvre, à cheval sur le système forestier. J'ai gardé ça exprès pour ce moment-là. À l'office, on avait un centre de formation. Un énorme centre de formation. Et en plus, en louant les locaux et en bricolant un petit peu, on arrivait avec ce que ça ne nous coûte rien. Et un jour, notre directeur général, il a dit « Moi j'ai une superbe idée,
il nous manque 15 millions d'euros cette année, on va vendre le centre de formation. Mais vous inquiétez pas, le centre de formation, on va le mettre ailleurs, dans des bâtiments qu'on va louer. Alors quand on veut privatiser une boîte pour la vendre, hein, c'est ce qui a été fait avec Alstom, on découpe d'ailleurs d'abord tout ce qu'il y a autour. Hein. C'est important parce que le capitalisme, lui, il aime bien des secteurs bien définis. Il n'aime pas les choses polyvalentes. Ni les travailleurs polyvalents, ça l'intéresse pas. Parce qu'un travailleur polyvalent, il connaît son métier, et un travailleur qui connaît son métier, il peut dire non. Alors qu'un travailleur très spécialisé, ça c'est le taylorisme, hein, un travailleur très spécialisé, on peut bien le rationner, bien faire un processus, etc. Donc, et les entreprises, c'est pareil. Les entreprises, une entreprise de maçonnerie, elle fait de la maçonnerie. Elle va pas le dimanche, le samedi, le vendredi faire autre chose, non. Elle fait de la maçonnerie à 100%. Donc Alstom, qui était dans plusieurs secteurs, quand il a fallu découper tout ça, hop, on a découpé d'abord tout ce qu'il y avait autour, puis il reste plus que le centre, puis après on pète le centre. Et ben l'office c'est pareil, on nous enlève tout ce qu'il y a autour. On dit, ah, on n'a pas vocation à gérer de l'immobilier. On a un gros parc immobilier à l'ONF, je viendrai après. On n'a pas vocation à gérer de l'immobilier, donc on va vendre le site de formation, on va louer les locaux. Alors, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, les locaux qu'on loue nous coûtent 750 000 euros par an. On va pas renouveler le bail, bah oui, parce que dans l'histoire, on est censé faire de l'écologie, nous, à l'ONF. Hein. Notre slogan, c'est demain prend racine aujourd'hui, il faut s'imaginer. Bon, c'est complètement vide, hein. Mais notre logo, il est vert quand même, donc il faut quand même que faut que ça ait l'air écologique quand même en façade. Hein. Alors on a un bâtiment, en fait, avant c'était le conseil général de Meurthe-et-Moselle. Il a quitté le bâtiment parce que ça coûtait presque 200 000 euros de chauffage climatisation par an. C'est un bâtiment qui date des années 60, et le bâtiment, il l'appelle l'aquarium parce qu'en fait, c'est un bâtiment en vitre, en monovitrage. Je vous laisse imaginer le gouffre. Hein. Donc c'est un gouffre. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a couru là-dedans. Et au bout d'un an, nos dirigeants ont dit, oh, ça nous coûte un pognon de dingue. Hein? Encore, ça nous coûte un pognon de dingue, donc on renouvellera pas le bail. Les formations vont passer en région. Alors je vous laisse, en fait, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. J'ai demandé 4 formations l'année dernière, j'ai reçu aucune convocation. J'en demanderai 4 l'année prochaine, j'en aurai aucune, etc., etc. Il y avait une trentaine de formateurs, il n'y en a plus que 5. En fait, la formation, terminée. Plus de formation. Eh ben, c'est là que je viens sur cette question d'éducation nationale, cette question de nouveaux marchés. On a trouvé une pologe super. Ça, c'est l'idée à Macron, mais nous, on avait un directeur général, il a anticipé Macron, hein, 2 ans avant. 2 ans avant, il a dit, l'avenir, c'est l'apprentissage. Ça va être un truc super, vous allez voir, en faire de l'apprentissage. Donc on a demandé à tous les collectifs de travail, on leur a imposé de prendre un apprenti, c'était obligatoire. Et en plus, on est venu leur dire, ah, maintenant vous avez un apprenti, fermez votre gueule, parce que ah, il vous fait du boulot quand même, l'apprenti. Vous arrêtez pas de vous plaigner que vous n'êtes pas assez nombreux, bah, hop, on vous donne un apprenti. C'est ce qui est utilisé. Hein. Donc, on vous donne un apprenti. Donc là, il y a un transfert. Hein, l'apprenti, le volume horaire passé à l'école d'un apprenti, il est bien inférieur que le volume horaire passé à l'école de quelqu'un qui est dans une structure scolaire classique. Et en plus, son temps d'école, il n'est pas payé par l'État, mais par la région. C'est bingo, hein. Ça veut dire que l'État, pour un apprenti, débourse 0. 0. C'est des gens qui sortent du système d'éducation nationale publique. C'est des gens qui sont dans un système régional, 60% financé par la région, 40% financé par les employeurs. Ça s'appelle une privatisation de l'enseignement. En plus, pourquoi? Quand on est à l'école, bon, on apprend sans contrainte de rendement, etc., etc. Mais quand on a un apprentissage dans l'entreprise, on apprend à produire, point. On n'apprend pas des techniques, on n'apprend pas de la théorie, on n'apprend pas de la pratique, on apprend à produire. Le plus vite possible, dans un contexte difficile. On apprend à être corvéable. Hein. En plus, bah, les apprentis, pendant qu'ils sont là, bah, ils sont gentils, parce qu'on leur dit, si vous êtes gentils, on va peut-être vous embaucher à la fin. Alors, ils sont tout gentils, les petits apprentis. Ils sont là, ah oui, oui, la direction, c'est vachement mieux, vous avez tout à fait raison. Et puis, une fois qu'on a été gentil 2 ans, vous savez, hein, quand on est employé, après, on est habitué à être gentil. Hein. Bon, moi, je sais pas, je me suis jamais habitué à être gentil, mais bon. C'est peut-être parce que je suis pas passé par cette case-là, mais en tout cas, on s'habitue à être gentil. Et c'est un système qu'ils aiment beaucoup. Et c'est un système vers quoi ils tendent de plus en plus. Et ça va gangréner tous les secteurs. Et on dit on va faire des formations professionnalisantes, des contrats de professionnalisation. Ça veut dire quoi un contrat de professionnalisation? Ça veut dire un contrat de rentabilisation. Ni plus, ni moins. Au lieu d'apprendre à l'école des techniques pour bien travailler, tu vas directement aller dans l'entreprise apprendre ce que ton patron veut de toi. C'est-à-dire du profit. Rien d'autre. Rien à foutre que ce soit bien fait. Et aujourd'hui, on a plein d'objectifs à l'ONF. Plein. On reçoit tous les jours des objectifs. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est que des objectifs en termes de productivité. En termes de, il faut vendre des travaux dans les forêts communales. Il faut vendre du bois. Il faut vendre du bois. Il faut vendre. Alors qu'on devrait avoir des objectifs quand même de, il faut protéger la forêt, le changement climatique quand même. Penser déjà, anticiper, tout ça. Non, on n'entend jamais parler de ça. On est dans, vous imaginez bien, un arbre, il pousse sur 100 ans. Les conditions climatiques à sa naissance, compte tenu de ce qui est en train de se passer, lorsqu'il va arriver à son âge adulte, tout aura changé. C'est-à-dire que nos forêts qu'on a aujourd'hui, elles pourraient potentiellement tous crever dans un constat alarmiste de la situation.
Et au lieu de nous concentrer là-dessus, on devrait, nous forestiers, on devrait y être confrontés. Les agriculteurs, on pourrait dire, bah, j'ai encore le temps de voir venir, c'est sur un an, je changerai l'année prochaine. Mais nous, on ne peut pas se dire ça. Nous, on est déjà obligé d'anticiper les conditions climatiques dans 80-100 ans. Alors, au lieu de se concentrer là-dessus, ils ont trouvé qu'une seule réponse, mais en fait, c'est une réponse biaisée. On va raccourcir les rotations. C'est l'objectif de l'industrie. Aujourd'hui, on veut faire pousser du bois beaucoup moins vite, beaucoup plus vite. Avant, on faisait des rotations 70, 80, 90 ans. Maintenant, dans les Landes, on fait pousser du bois en 30 ans. On fait un arbre de 30 cm de diamètre en 30 ans. Et on dit, ça c'est bien pour le changement climatique, parce que comme ça, on a le temps de voir venir. C'est les logiques de l'agriculture, c'est les logiques industrielles de l'agriculture industrielle qui sont utilisées aujourd'hui là-dedans. Et donc, j'en viens à ce qui était mon terme initial, j'ai un peu parti sur un côté, créer un nouveau marché. J'ai dit le marché de l'éducation. Mais c'est aussi créer un nouveau marché de la gestion des forêts, parce qu'il faut quand même, pour que le bois sorte, il faut quand même à un moment donné qu'il y ait quand même quelques personnes qui soient en forêt et qui fassent sortir le bois. Il ne s'agit plus de protéger la forêt, tout ça. Ça n'existe plus, mais il faut quand même faire sortir du bois. Ce domaine-là, en forêt privée, il y a déjà des gestionnaires indépendants qui se partagent des parts de marché, qui sont en concurrence les uns avec les autres. Pour gérer la forêt privée, c'est comme ça que ça se passe. Pour gérer la forêt publique, il n'y a pas cette concurrence-là. Et notamment, il y a la forêt des communes. C'est les 2/3. Les 2/3, c'est des forêts des communes. Et en fait, les communes, c'est comme la ville de Paris avait des forêts. Enfin, les communes, aujourd'hui, elles sont forcées de prendre l'ONF pour gérer leurs forêts. Mais elles aimeraient bien, il y a des politiques, des maires qui disent « Ah ben moi j'aimerais bien choisir. J'aimerais bien prendre le moins cher. » Hein? Bah oui. Alors, ils croient que l'ONF leur coûte beaucoup d'argent. Je tiens quand même à vous dire qu'en fait, nous, on serait menés en prenant 12% de ce qu'ils vendent. Point. Ça s'arrête là. Alors, vous imaginez bien que ça ne paye pas du tout le service qu'on rend. Mais alors, bien loin de là. Donc, c'est encore une fois les compensations de l'État qui sont censées venir compenser tout ce service-là. Et c'est là qu'arrive la façon dont ils vont créer ce nouveau marché et nous arriver à nous mettre en concurrence. Parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est qu'on soit en concurrence pour qu'il y ait du profit, qu'on puisse tirer du profit sur la gestion des forêts. C'est ça qu'ils veulent. Donc, pour ça, l'État a dit en 2015, ben moi maintenant c'est fini, je ne donne plus rien. Ah, ben vous pouvez continuer à faire la gestion que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi je ne vous donne plus un centime, c'est terminé. Le versement compensateur que j'ai évoqué tout à l'heure, les 180 millions, qui était déjà redescendu à 130 millions en 2012, qui était redescendu à 80 millions en 2015, il a dit, d'ici 2020, moi c'est fini, je ne veux plus donner un centime. Vous allez vous démerder. C'est comme si on demandait aux gendarmes de se financer avec les timbres à vendre, enfin avec les PV qu'ils mettaient, quoi. On leur dit, vous les gendarmes, on vous donne plus un centime, vous mettez des PV, et ça doit vous payer. Je peux vous dire qu'ils vont plus beaucoup enquêter sur les cambriolages, hein, parce que ça rapporte rien, ça. Donc, ni sur le fraude fiscale, ça rapporte rien non plus. Donc, c'est bien l'idée qui est employée là, c'est on vous donnera plus un centime, en gros on vous prend à la gorge, on vous met la corde au cou, et on dit, oh mais vous pouvez continuer à exister, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, on n'y arrive pas, et on arrive en 2018 avec une dette qui va arriver aux 400 millions d'euros de dette. On est endetté à hauteur de 400 millions d'euros. Alors on dit, mais votre gestion elle va pas du tout, vous êtes endetté jusqu'au cou, ça prouve bien que ça va pas, faut privatiser, ça va aller beaucoup mieux. Hein, bah oui, parce que si ça va pas, c'est parce que c'est public, c'est parce qu'il y a des fonctionnaires. D'ailleurs, regardez, on a fait des beaux graphiques, et là, regardez, ça c'est la part du Cameroun, c'est les fonctionnaires, vous voyez. Hein, alors ça, bah, si on réduit ça, vous voyez, bah, ça ira mieux. Hein, voilà. Bon, voilà, c'est bien ce qu'ils arrivent. Donc c'est des manières larvées, on coupe le robinet, puis après on dit, oh, non, mais on veut pas vous privatiser, hein. Attention, hein, mais bon, si vous le faites, ça ira peut-être mieux. Alors nous, évidemment, pour vous dire jusqu'où ça va, ça fait 2 ans qu'à l'office, les syndicats sont rassemblés en intersyndical, avec des syndicats très réformistes. Bon, j'en fais pas partie, mais des syndicats qui avancent et volontiers la pince de la direction sans aucun problème. Les syndicats des cadres, l'UNSA, bon, c'est quand même pas connu pour être des syndicats très bolcheviques, hein. Bon, c'est pas des syndicats de classe. Et ben même ceux-là, aujourd'hui, ils font le constat, ils sont avec nous, il faut le constat de dire, c'est plus possible ce qui est en train de se passer. C'est plus possible. Il a réussi ça, il a réussi à avoir l'union de tout le monde, ça c'est clair. Hein. Il a réussi à avoir l'union de tout le monde, mais bon, à 9000, vous imaginez bien qu'à 9000 personnels, quand on fait une manifestation, on est 1000. Bon, bah, ils attendent le soir, et puis c'est bon, les forestiers sont rentrés chez eux. Ils sont bien gentils, les forestiers, hein, mais ils en ont rien à foutre. On envoie des courriers, on tire la sonnette d'alarme, on parle plus à notre direction parce qu'elle ne veut plus nous entendre. On remonte jusqu'au ministère, mais on ne nous répond même plus. Le ministère de l'écologie, alors, Nicolas Hulot, qui a été sollicité, a répondu lors d'un conseil d'administration, il y a 6 mois, il n'y a pas de mouvement social à l'ONF. 31 suicides. Il n'y a pas de mouvement social à l'ONF. Il n'y a pas de mouvement social. 10% de grévistes, un intersyndical depuis presque 2 ans. Il n'y a
pas de mouvement social, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. On est bien sur une attaque de classe. C'est bien une attaque de classe. C'est une classe en face, ils sont tous de la même classe, et c'est bien des profits de classe qu'ils veulent faire, et qui va être touché en premier? Il ne faut pas croire. Là, je vais reprendre une récente sortie de François Ruffin, qu'on ne qualifiera pas non plus de bolchevique, même si, bon, pour certains, il est certainement plus à gauche que l'autre, qui a dit récemment dans une de ses vidéos, il dit on aurait pu penser, il y a quelques années, hein, c'était un petit peu ce que certains bien-pensants disaient, que l'écologie, ça allait rassembler tout le monde et ça serait un effacement de la lutte des classes. Ça serait un consensus, etc. C'est vrai que théoriquement, on pourrait trouver un consensus entre bourgeois et prolétaires sur la question, puisqu'on respire tous et on boit tous de l'eau. Donc normalement, bon, on finira tous par crever si ça va pas, quoi. Eux aussi, hein. Mais bon, ils n'ont pas de limite, donc Marx le disait très bien, hein, ils se boufferont eux-mêmes à la fin, en fait. Hein. À la fin, ils se boufferont les pieds pour faire des profits. Hein. Donc, ils pourront plus marcher pour aller les chercher, mais c'est leur problème. Mais en attendant, bah, d'ailleurs, ils tueront tous les prolétaires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour travailler pour eux, ils seront bien emmerdés. Alors le jour-là, il faudrait bien qu'ils s'emploient entre eux, alors ça risque de poser problème. Mais en attendant, l'idée, c'était qu'en effet, ça pourrait effacer la lutte des classes. Et là, il dit, en réalité, c'est l'inverse. L'écologie va durcir la lutte des classes. Et c'est un fait. Qui est touché en premier par le réchauffement climatique? Qui est touché en premier par les raréfactions de ressources primaires et de ressources vitales? Enfin, c'est les plus pauvres. Il n'y a qu'à aller en Afrique pour s'en rendre compte. Quand Coca-Cola assèche des sources entières et que les gens d'à côté n'ont pas d'eau potable parce que Coca-Cola met dans les bouteilles. Alors vous pouvez me dire, ça c'est en Afrique, c'est loin. Mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. Je suis sûr que dans votre vie, vous avez déjà tous bu une bouteille de Vittel. Et bien aujourd'hui, à Vittel et Contrexéville, Contrex c'est juste Vittel Contrex. Hein. Donc, à Vittel et Contrexéville, aujourd'hui, Nestlé qui exploite les sources, achète l'eau, et on importe de l'eau d'autres sources pour alimenter les villes de Vittel et de Contrexéville. Voilà, c'est quand même un fait aujourd'hui. Ça coûte, encore une fois, un pognon de dingue, pour revenir à une expression courante. Donc, il n'y a pas qu'en Afrique. Et c'est toujours les mêmes qui prennent, parce que le prix du mètre cube a quadruplé à Vittel. Le prix du mètre cube de flotte a quadruplé. Et on vient dire, le maire de Vittel vient dire partenariat, et patati et patata, c'est vachement bien. Les prolétaires, ils vont payer moins cher leur flotte parce qu'il y a de l'emploi avec Nestlé. Je crois qu'il y a 10 personnes qui travaillent. Hein. C'est entièrement automatisé. Donc, il n'y a pas d'emploi dans ces endroits-là. Non seulement il n'y a pas d'emploi, mais en plus, les prolétaires, ils sont obligés de payer leur flotte plus cher. Et donc, c'est toujours eux qui seront touchés à la fin de la ligne. C'est toujours eux qui seront touchés. En forêt publique, dans les forêts communales, on faisait ce qu'on appelle l'affouage, ou bois d'affouage. Peu d'entre vous peut-être connaissent. Mais c'était dans la forêt de la commune, les habitants de la commune pouvaient aller faire du bois de chauffage. Moyennant une somme modique. Qui c'est qui allait faire du bois de chauffage? Mais enfin, c'est le petit ouvrier de l'usine qui n'a pas les moyens de se payer 2000 litres de fuel et qui va se faire chier à faire son petit bois de chauffage pour réussir à avoir un peu chaud le cul en hiver. C'est pas le gars qui habite dans un putain de château qui en a rien à branler du bois d'affouage, il en a rien à foutre lui. Donc c'est toujours les victimes à la fin de la politique, ce sera toujours les mêmes. Ce sera toujours ceux qui n'auront pas les moyens de se payer du fuel ou qui n'auront pas les moyens d'acheter du bois. Donc c'est bien une attaque de classe. Et c'est pour ça que je faisais ce lien-là. C'est que à terme, c'est une question de vie ou de mort, cette question-là. Parce que, c'est ce que je disais dans la voiture tout à l'heure, on a privatisé la poste. On a privatisé tout un tas de secteurs. Le bureau de poste qui a fermé à cause des nouvelles orientations de gestion de la poste dans la commune de je sais pas où. Demain, si on change de politique, on va pouvoir leur construire le bureau de poste. On va pouvoir leur construire. Il faudra du temps pour rebâtir tout ça. Mais, la forêt qu'on aura rasée, l'ensemble des écosystèmes qu'on aura détruits. 80% de la biodiversité terrestre réside en forêt. Bah oui, imaginez quand vous voyez les champs de betteraves qui a la sortie de Paris, il n'y a pas beaucoup de biodiversité là-dedans, à part une espèce, la betterave. C'est tout. Sur un hectare de forêt, il y a 300, 400, 500, 600 espèces. Dont des espèces on oublie, mais on en a besoin vital. Les petits bousiers qui transforment les feuilles en matière organique, si ceux-là ils n'existent plus, les feuilles ça ne se mange pas. Je vous le dis, on ne peut pas les digérer, ça ne se mange pas. Donc on ne transformera plus et il n'y aura plus ce recyclage-là. Si on détruit tout ça, on ne pourra pas le reconstruire. C'est justement ce que dit le terme qu'utilise beaucoup Georges Gastaut, qui est le terme de l'exterminisme capitaliste. Le capitalisme, si on ne l'arrête pas, exterminera. L'extermination, c'est un point de non-retour. Hein. La destruction, on peut éventuellement rebâtir après une destruction. Mais après avoir exterminé quelque chose, on ne peut pas. Ça n'existe plus. On perd aujourd'hui, je ne sais plus, on a perdu 30 ou 40% d'oiseaux, ces 10 dernières années. Si on n'arrête pas le modèle capitaliste, si on ne l'arrête pas, il va s'attaquer à nous qui l'exploite tous les jours. Ça, c'est un fait, et c'est un fait depuis
depuis très longtemps, depuis que le système capitaliste est en place. Mais on va dire, ce qui a toujours existé, mais qui est quand même une nouveauté, parce qu'on le voit plus en ce moment, c'est qu'il s'attaque aussi à ce qui nous permet de vivre, qui est notre écosystème, qui est la planète. Hein. On ne montera pas dans des fusées pour aller sur une autre planète, pour s'en sortir. Si, peut-être les bourgeois qui ont les moyens de le faire. Eux, ils ont peut-être les moyens d'aller coloniser autre chose. Mais nous, les prolétaires, on sera perdus. Hein. Et quand on pouvait penser, Marx disait finalement, c'est un éternel recommencement, le capitalisme, jusqu'à ce que le prolétariat gagne. Mais attention, va falloir qu'on gagne avant qu'il n'y ait plus rien. Parce que quand il n'y aura plus rien, on aura beau avoir gagné, il n'y aura plus rien. On ne pourra plus rien faire. Et c'est là que, je pense, que ce qui se passe en ce moment en forêt, mais qui est le prisme, finalement, de tout ce qui se passe ailleurs, hein, c'est juste une petite lorgnette qu'on regarde, mais elle rassemble dans un point concentré, il y a 9000 personnes, presque toutes les dérives qu'on peut voir en ce moment dans toutes les politiques néolibérales. Eh bien, ce combat-là, il faut vraiment qu'on le prenne en main, parce qu'il va bien au-delà d'une lutte de classe primaire. Là, c'est moi qui utilise ce terme-là. C'est presque une lutte de classe level tout, parce que c'est inreconstructible ce qu'elle détruit, cette lutte-là. Et s'il gagne, à la fin, on a vraiment perdu. Dans le capitalisme, dans l'exploitation salariale, c'est une situation donnée à un instant donné. Et en effet, la société change. Mais c'est un instant donné. D'un point de vue écologique, l'instant donné peut devenir définitif. Et c'est pour ça que là, il y a, je pense, quelque chose de vital. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme une question de vie ou de mort. C'est vraiment une question de vie ou de mort, de vie ou de mort, pas pour nous en tant que personne, à notre échelle. C'est une question de vie ou de mort pour toute l'humanité, pour les générations futures. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça déjà pas mal. Et j'en profite pour dire, vous m'applaudissez, mais c'est moi qui vous remercie, parce que si je parle tout seul dans ma chambre, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors c'est le seul regret qu'on a eu, on a fait un débat un peu semblable avec Bernard Friot, on a fait venir Bernard Friot, on a parlé vraiment beaucoup plus de la question de la fonction publique au sein de l'ONF pendant la marche pour la forêt, dont je ne vous ai pas parlé, c'est un petit oubli. Donc en ce moment on organise une marche pour la forêt publique, il y a 4 parcours en France, un qui partait de Strasbourg, un de Perpignan, un de Valence et un de Mulhouse. Donc à l'heure actuelle, il y a déjà à peu près 1 millier de personnes, un peu plus d'1 millier de personnes qui ont marché. Voilà, qui est pour but de sortir du contexte ONF, c'est-à-dire d'aller plutôt sur le contexte de la place publique avec les citoyens, d'amener cette question-là, parce que les citoyens, quand on en parle, ils ne savent pas, généralement, parce que personne n'en parle. Donc faire connaître ce qui est en train de se passer, essayer de rassembler tout le monde, de marcher, de recréer aussi du collectif, parce que c'est ce qui permet, au moins de manière à court terme, de résister à ce qui se passe. C'est des collectifs qui sont liés les uns aux autres. Donc il y a Bernard Friot qui est venu à Varangéville, on a fait tout un tas d'autres soirées débats qui étaient très intéressantes. Et malheureusement, on n'a pas pu filmer, parce qu'on n'était pas très équipés ce soir-là. Donc on n'a pas pu filmer et c'est bien dommage. C'est marqué. Alors, oui, évidemment, si j'oublie le plus important, elles convergent toutes vers un endroit symbolique pour les forestiers qui s'appelle la forêt de Croncey. La forêt de Croncey, c'est les chênes de Colbert. Alors, je traduis un petit peu. Sous Louis XIV, le ministre du Commerce, Colbert, s'est bien rendu compte que la forêt, c'était un enjeu très important. Et donc, on avait une gestion qui était d'une certaine manière à cette époque-là, qui produisait un certain type de produits. Il avait besoin pour la marine et pour faire la guerre d'autres produits. Donc c'est pour ça aussi que la forêt était publique, parce qu'elle a toujours servi à l'État, essentiellement. Il avait besoin de certains produits, donc il a orienté la gestion de cette forêt, la forêt de Croncey, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on ne produit plus du tout de bois de marine avec ces bois-là. On fait des trucs pour les bourgeois, puisqu'on produit du pinard hors de prix. Mais bon, en attendant, le vin rouge, ça reste un truc de prolo, donc c'est pas si mal que ça. Et ça a le mérite, là par contre, de créer pas mal d'emplois, contrairement à d'autres domaines, parce que ça reste une filière peu industrialisée. Et donc c'est symbolique pour les forestiers, parce que c'est là que la foresterie moderne, on va dire, a pris naissance. Et donc on converge tous là-bas pour faire ce qu'on appelle les états généraux de la forêt. Donc pour essayer, avec les citoyens, de mettre sur la table la question de la gestion forestière, de l'ONF, et d'en parler, essayer d'en sortir quelque chose. C'est où? Donc la forêt de Croncey, c'est à Cérilly, c'est dans l'Allier, c'est au milieu de nulle part, c'est pas compliqué. Est-ce que vous voyez la ville de Moulins? Oui. Eh ben voilà, c'est à 50 km de Moulins, à la louche, 40-50 km de Moulins à peu près.
Ah, c'est vraiment perdu de chez perdu. Hein. Là, pour le coup, c'est très, très, très perdu. Et c'est le 25 octobre. C'est le 25 octobre, donc la marche a commencé, la première étape de la marche a commencé à Strasbourg le 17 septembre, et se finit le 25 octobre, il y a une étape de 20 km tous les jours. Donc il y a des kilomètres qui vont être abattus. Hein. Voilà. Surtout à pied, il faut s'y mettre maintenant. Hein. Ils sont déjà dans Lyon là, je crois, donc même ils sont peut-être bien même passés dans la Nièvre. Alors là, il faut rejoindre, là, il va falloir y aller en voiture. Hein. Voilà. Bon, puis surtout, j'espère que vous avez des questions. Je crois qu'il y en a une. C'était tout à l'heure, tu as parlé de l'industrialisation et surtout de l'automatisation. Des tâches qui vont être liées à l'exploitation de la filière bois, justement. Ouais. Est-ce qu'en soi, le problème, ce serait pas plutôt l'accaparement privé de cette filière-là, parce que en soi ça dégage du temps libre pour les travailleurs. Enfin, l'automatisation en général, c'est pas forcément. Évidemment. Non, mais parce que tout à l'heure c'est pas très clair. C'est une porte ouverte, évidemment. Si on automatisait, alors que c'était. Si c'était nous qui automatisions. Je prends toujours l'exemple de la ménagère avec la machine à laver, quoi. Avant, elle allait laver le linge soi-même à la fontaine du village, ça lui prenait un temps de dingue. Et puis, du jour au lendemain, elle a une machine à laver. On vient lui dire, du coup, puisque tu as la machine à laver, tu vas pouvoir faire la lessive de tout le village. Non, elle pensait qu'elle allait pouvoir se dégager du temps. Si tu veux, à partir du moment où c'est les capitalistes qui utilisent les machines, le profit des machines va aux capitalistes. Elle va aux propriétaires des machines. Mais si les machines sont la propriété de tous, le profit des machines va à tous. C'est logique, hein. C'est même l'essence même, c'est le principe même. Alors attention, hein, je ne veux pas faire du guesso. Hein. Je n'ai pas l'intention de prôner une entreprise privée avec les bénéfices qui vont aux salariés. Hein. Ça, c'était l'économie de Guesso à la fin des années 90. C'est pas, comme dit Franck Lepage, on ne veut pas une part du gâteau plus grande, on veut la boulangerie, quoi. Donc sur les machines, évidemment, les machines, elles économisent de la peine. Alors, c'est un peu l'argument qu'utilisent les capitalistes. Ah, mais vous vous opposez, mais vous vous rendez compte, un travail de bûcheron, c'est dur. Dans une scierie à l'ancienne, il faut déplacer les... Vous imaginez un sapin de 12 mètres qui passe sur un banc de scie, une planche de 25 cm d'épaisseur qui tombe, et deux personnes qui la retournent pour la remettre sur le banc de scie. Je ne sais pas si vous vous imaginez physiquement à quel point c'est difficile. Alors là, on présente tout ça, puis on dit regardez, c'est vraiment horrible. On a projeté le film, et dans le film, il y a cette scène-là, justement, je vous raconte, ce petit scieur vosgien. Et dans le film, on l'a projeté à Toul, et à Toul, on a eu, bon, c'est pas moi qui ai voulu, on a eu un sénateur PS, donc un sénateur de droite, qui est venu parler à la fin du film, participer au débat à la fin du film. Moi, il n'a pas beaucoup participé, mais il a sorti ses petits éléments de langage, sa langue de bois, pour un film sur la forêt, c'était bien. Donc, il a tout sorti, et là, c'était, on comprend, hein, Philippe Siat, il a raison, parce que dans le film, il dit c'est de la faute des consommateurs. Philippe Siat, il dit c'est la faute des consommateurs, les consommateurs, ils veulent, alors nous, on fait. Donc, il dit, mais il a raison, Philippe Siat, regardez les consommateurs. Puis regardez, personne n'aura envie de travailler dans cette scierie là où c'est dur, personne n'aura envie de faire le boulot. À un moment donné, ils montrent un bûcheron dans le film. Personne n'a envie de faire ce boulot du bûcheron, c'est super dur. Hein, c'est vachement mieux d'être dans une machine quand même. Alors en effet, si c'était le bûcheron qui travaillait 12 heures par jour, qui a pris la machine pour travailler 6 heures par jour et puis qui pouvait s'occuper de ses gosses après, moi je dis banco, hein. Mais le résultat des courses, c'est le bûcheron qui travaillait 12 heures, il est au chômage. Et puis il y en a un autre qui est dans la machine, qui s'est endetté sur 2 générations pour acheter une machine à 600 000 €, qui travaille 12 heures par jour, et au lieu d'avoir 50 emplois, il n'y en a plus que 5. Donc, et les autres, ils sont au chômage. Parce que c'est ça, c'est utilisé comme ça. Et c'est un peu le risque. C'est un peu le risque de propositions de droite comme celle de Benoît Hamon. Quand on dit, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Alors vu qu'il n'y a plus de travail pour tout le monde, il faut faire un revenu universel, puisqu'il n'y a plus de boulot pour tout le monde. Alors ça, vous imaginez bien que c'est un scandale. C'est un scandale parce que si on fait le constat qu'il n'y a plus de boulot pour tout le monde, alors il n'y a plus de salaire pour tout le monde. Alors s'il n'y a plus de salaire pour tout le monde, il faut que des gens meurent là. Ben non, mais c'est vrai, il faut tuer des gens, ce sera plus efficace. Donc, tu as tout à fait raison. Tout dépend de qui est propriétaire. Si la propriété, c'est les ouvriers eux-mêmes, les ouvriers, ils vont prendre des machines pour s'économiser de la peine, mais ils vont toujours se tirer le même salaire, ils vont se partager les profits de la machine. Mais si c'est les capitalistes, ils vont virer les ouvriers qui ne travaillent plus. Ils vont garder les ouvriers qui travailleront toujours autant pour réparer les machines, puis ils mettront dans la poche la différence. C'est tout. D'autant que les machines, généralement, ils les achètent avec la sueur des ouvriers. Hein.
Ils les achètent pas avec leur argent. C'est aussi un peu différent parce que les machines, elles font pas du tout le même travail que l'homme. Alors, il y a aussi ce petit détail-là, quoi. c'est pas un petit détail. Oui, C'est pas un petit détail. Que, du coup, Les machines ne savent pas faire des bois non standards. Des gros bois de 80, ça passe pas dans une machine. On peut pas les faire. poser la question un peu différemment dans le cas des forêts. Dans le cas des forêts, la mécanisation, elle a une limite. La limite, c'est l'écosystème, c'est les dégâts qu'on va y faire. On ne peut pas mécaniser l'exploitation de la forêt comme on peut mécaniser la fabrication d'une voiture. C'est pas possible. Parce qu'une machine de 20 tonnes, vous imaginez bien qu'une machine de 20 tonnes qui rentre en forêt, sur le sol, c'est pas sans conséquence. Donc on ne peut pas mécaniser en trans. On a besoin de bûcherons manuels. Et aujourd'hui, le meilleur travail, et on le sait tous, il est fait par des bûcherons manuels. Il est fait par des gens, avec nos chaussures, on fait beaucoup moins de dégâts qu'avec un engin de 15 tonnes. Par contre, c'est dur. Mais, alors il y a des exploitants forestiers qui disent « Ah, bah vous savez, j'embauche des Polonais parce que les Français ne veulent plus travailler en forêt, c'est trop dur. » Bah oui, tu les payes à coup de trick, alors forcément, moi j'ai pas envie d'aller pour un SMIC, travailler 10 heures dans le bois 5 jours par semaine pour être cassé à la fin de ma vie. C'est évident. Peut-être que si on me payait 2500 €, je verrais les choses différemment. Donc, tu as tout à fait raison, la mécanisation, elle a une certaine limite. J'ai un ami aujourd'hui qui travaille, pourtant les luxembourgeois, c'est pas des bolcheviks non plus, mais les luxembourgeois, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça coûtait vachement plus d'argent de tout péter avec les machines, parce qu'après ça poussait plus, que d'y aller avec des chevaux, et de mettre des machines sur les côtés. Alors les luxembourgeois, ils mettent des machines sur les côtés, ils travaillent avec les chevaux à l'intérieur, les luxembourgeois, hein. Eux là, il n'y a que le pognon qui compte là-bas. Mais ils ont une vision un peu plus long-termiste que la nôtre. Les chevaux coûtent un peu plus cher à l'instant T. L'exploitation avec les chevaux, qui font beaucoup moins de dégâts, coûte un peu plus cher. Mais à long terme, en fait, on a créé beaucoup moins de dégâts, donc on a un peuplement qui continue à produire autant de bois qu'avant. Donc en fait, on récolte l'argent qu'on a mis dans les chevaux à un moment donné. Donc les luxembourgeois, ils ont compris ça, donc ils font travailler les chevaux et ils mettent des machines que sur les côtés. Donc en effet, cette mécanisation, elle a une grosse limite. C'est la limite de la taille humaine déjà. Et dans le film, encore une fois, il y a le bûcheron, il dit la forêt ne survivra pas à la capacité des machines. On a des machines qui sont capables d'avaler 200-300 mètres cubes par jour. Vous imaginez, ça fait des fois 2 hectares de forêt en une journée. Un bûcheron tout seul ne peut pas le faire. On a des scieries qui sont capables d'avaler 4000 mètres cubes par jour. Et le bûcheron, il dit la forêt ne survivra pas à cette soif, cet appétit. Il va falloir les satisfaire, les machines. On crée des monstres, c'est un peu l'axe du film. On crée des monstres et il faut leur donner à manger, ces monstres, parce que sinon, ça coûte de l'argent. Donc, en effet, cette mécanisation, elle a quand même une grosse limite. Il faut la prendre avec des pincettes. Enfin, moi, je suis plutôt un partisan de quelqu'un qui pense qu'il faut qu'on la prenne avec des pincettes. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais penser que je suis bon. Je pensais aux Américains qui ont rasé l'intégralité de la forêt chez eux, parce que le continent américain, avant l'arrivée des Européens, était couvert de forêt. Et les Américains ont pratiqué ce qu'ils appellent the cut clean. Ils nettoient net. Et effectivement, il y a eu des transformations. Ils ne sont pas bolcheviques, les Amérocs, ça se saurait. Où ils expliquent clairement, effectivement, quand ils constatent que le climat de leur propre continent a changé avec l'arrasage de toute leur forêt. Quant au sol, n'en parlons pas. Alors, en ce moment, on parle du changement climatique. Un des principaux responsables du changement climatique, parmi tant d'autres, c'est le dioxyde de carbone, mais vous savez ou vous savez peut-être pas qu'il y a aussi le protoxyde d'azote qui est émis par les engrais dans les champs, qui est responsable quasiment autant que le dioxyde de carbone, mais parlons du dioxyde de carbone. Aujourd'hui, pour enrayer le changement climatique, on ne sait pas. On ne sait pas comment on va faire pour limiter, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on arrêtait d'émettre du CO2, tout celui qu'on a balancé, on ne sait pas quoi en branler. On ne sait pas quoi faire. Sauf une seule chose, faire pousser de la forêt pour stocker du carbone. Ou des tourbières, parce qu'il y a des tourbières aussi, qui stockent 3 fois plus de carbone que les forêts. Donc ça, on sait le faire, ça. Et qu'est-ce qui stocke du carbone? C'est pas un bois de 10 cm. C'est quand on a des bois de 80-90 cm en forêt, on stocke beaucoup de carbone. Et on en stocke aussi dans les sols. Quand on fout une forêt à blanc, quand on enlève tous les arbres qu'il y a dessus, tout le CO2 qui est contenu dans l'humus, il se vaporise en 6 mois. Ça vous laisse imaginer. On fait tout l'inverse. Aujourd'hui, on prône une gestion simpliste. Bah oui, il ne faut plus de forestiers en forêt.
Donc, à partir du moment où il ne faut plus de forestiers en forêt, il ne faut plus une gestion complexe. C'est trop dur une gestion complexe, ça coûte trop cher. Si on veut rentabiliser, il faut une gestion simple. Une surface donnée, une essence dedans, on les plante et on les récolte. Logique agricole, logique de l'industrie du plastique, de l'industrie du pétrole. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et pour faire ça, il faut tout mettre d'un coup et tout racler d'un coup. Parce que là, ça rapporte. Les machines, elles sont satisfaites parce qu'elles bossent à plein régime, la capacité des machines, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Et donc pour ça, il faut mettre à blanc. Et quand on met à blanc, on balance tout. Hein. Tout ce qui a été immobilisé, on le balance dans l'atmosphère illico. Eh bien, aux États-Unis, au Canada, on a eu cette gestion-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. On a eu gestion toutes les... Alors, bon, nous, sur nos forêts tempérées, le stock de carbone est assez limité dans une forêt tempérée. Et dans une forêt boréale, il y a 300 mètres cubes de bois mort à l'hectare, quand même. Je vous laisse imaginer. Dans une forêt boréale, il y a un stock de carbone inimaginable dans le sol. Quand on rase une forêt boréale, ça soit en Russie. Ah oui, c'est marrant, ça. C'était un pays, ouais. J'en parle après, ça. Il y a une époque, c'était pas pareil, mais ça a changé. C'est ce qui me semble. Hein. Et ben, en Russie, ou en Scandinavie, ou au Canada, alors pas partout en Scandinavie. Il y a un pays qui fait un peu moins pareil que les autres, mais qui est beaucoup moins représentatif, c'est la Norvège. Mais la Suède et la Finlande ont une gestion simplifiée au maximum. Et donc, on rase des quantités énormes de bois. Et on balance du CO2, mais c'est inimaginable, hein, alors qu'on devrait faire l'inverse, quoi. Il y a un très bon documentaire d'ailleurs sur justement la gestion des forêts aux États-Unis qui a été là, qui s'appelle l'erreur boréale. Oui, qui est très très bien. Mais en fait, on critique le Canada et les États-Unis, mais c'est aussi pour alimenter nos centrales biomasse françaises qui font le péage d'une certaine façon nos forêts françaises, mais ça les protège pas, en fait. Ça évite certains... En fait, on a construit, je pense que je vois très bien de quoi tu parles, on a construit une centrale à Gardanne. Il faut quand même le savoir aussi. La dernière directive européenne en matière de gestion forestière, elle est titrée en 2 mots. All burning. C'est simple, hein. Il faut que 100% du bois produit en Union européenne soit brûlé. Ça, c'est pour remplir nos engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Alors, vous imaginez bien qu'on ne les tiendra jamais, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, la directive européenne, c'est ça. J'ai des collègues qui me disent « Ah, mais l'Europe, ça nous a quand même apporté Natura 2000, des trucs de protection. » Ah oui, bah c'est sûr, quand l'Europe nous dit « il faut tout brûler », ça nous apporte beaucoup, ça c'est une évidence. Ça c'est clair et net, il n'y a pas besoin d'en parler plus longtemps. Et de l'argent public, des projets européens finissent ou aboutissent à des choses comme on voit à Gardanne, où on avait une centrale à charbon et on a dit « on va plus mettre du charbon là-dedans, on va mettre du bois ». On va produire de l'électricité avec un taux de rendement de 25%. On nous raconte qu'autour, il y a la forêt méditerranéenne qui produit des bois de sous-qualité qu'on ne sait pas quoi en branler. Donc on va les foutre là-dedans, ça va être impeccable. Résultat des courses, la capacité de la centrale, c'est 1 million de mètres cubes par an. On n'est pas capable d'en mettre 200 000 de bois français. Il y avait 5 lieux géographiques. Dès le départ, c'est Gardanne qui a été retenu pour faire ça, parce que c'est la plus proche d'un port. Dès le départ, on savait ce qu'on allait faire. On importe du bois pour cramer du bois là-dedans, à 25% de rendement, je vous laisse imaginer, quand du bois brésilien traverse l'Atlantique, sur des cargos, rentre au port de Marseille, remonte en camion jusqu'à Gardanne, et à Gardanne, on le brûle à 25% de rendement. Mais je vous laisse imaginer, quand une bûche d'affouage faite par un petit gars dans une commune est brûlée dans un poêle à 70-75% de rendement. C'est inimaginable la dérive qu'on prend sur ce terrain-là. Et ça, c'est gavé d'argent public. On a des projets de biodiesel qui n'ont pas vu le jour à Bure. À Bure, il y a le projet d'enfouissement de déchets radioactifs, mais il y avait un projet qui était 100% en fonds publics de biodiesel, à 20% de rendement. On allait transformer en utilisant la cellulose de bois, on allait faire du diesel vert à 20% de rendement. Je vous laisse quand même imaginer le truc, hein. Ça veut dire que pour 1 mètre cube de bois, on va faire 200 litres de diesel, quoi. C'est une aberration. Et en effet, c'est surtout le cas du Brésil, parce que les États-Unis, ils ont freiné, mais ils n'ont plus grand-chose. Hein. Les États-unis et au Canada, ils n'ont plus grand-chose à découper, donc c'est bien compliqué. Mais aujourd'hui, c'est le Brésil qui est sur cette pente-là. Au Brésil, il y a la Guyane. Il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, l'office en cours de privatisation, qu'est-ce que ça va amener là-bas? Eh ben, ça amène tout simplement ce que François de Rugy vient d'autoriser, le projet de la montagne d'or, une mine d'or à ciel ouvert. 2500 hectares de forêt vont être rasés pour aller ramasser de l'or. Non mais voilà, Alors je vous laisse imaginer l'état des eaux autour, etc. Voilà, j'en parle même pas. Hein.
Donc voilà vers quoi on va avec ces politiques publiques-là. C'est une évidence. J'ai juste une question. Du coup, c'est quoi vos perspectives? En tout cas, voilà. Et l'autre question, c'est qui sont les partenaires ou les gens sur qui vous, associations collectives ou autres. Alors aujourd'hui, bon, ça fait déjà un moment, on a monté un collectif qui s'appelle le SOS Forêt, qui rassemble des associations de naturalistes. J'ai dit des associations de naturalistes, hein. Je ne parle pas du WWF ou des choses comme ça. Ça, c'est du greenwashing à souhait. Mais des associations, des associations écologistes diverses qui ont constitué ce collectif. Nos partenaires, aujourd'hui, s'arrêtent là. Aujourd'hui, notre lutte, on l'a fait quasiment en interne depuis 16 ans, sans succès. On a retardé le processus, certes, hein, parce que ça aurait dû se passer en 6 mois. Bon, ça fait 16 ans, donc on a quand même gagné un petit peu. On a résisté. Mais les perspectives, c'est simple. Hein. Les deux questions vont en une. Hein. Perspective et partenariat. Bon, j'aime pas trop partenariat parce que ça fait un terme patronal. Je dirais plutôt solidarité ou front ou alliance de classe, je dirais. Mais des associations naturalistes sont déjà avec nous, elles ne sont pas très nombreuses. Il n'y a plus que les citoyens, quoi. Je veux dire, si les citoyens ne se prennent pas en main la question, nous, tout seuls, on ne pourra rien faire. La perspective, elle est très sombre. Hein. S'il n'y a pas de changement politique majeur à 2 niveaux, alors là, je ne parle même pas d'une révolution communiste. Hein. Je dis au moins déjà des décisionnaires non libéraux. Voilà. Au moins. Ça, aujourd'hui, on n'est même pas en train de pouvoir y penser, quoi. Et dans le cadre de l'Union européenne, ça paraît impossible, de toute façon. Donc, les perspectives aujourd'hui, si on n'arrive pas à agglomérer les citoyens autour de ce qu'on essaye de faire, la perspective est assez triste. Et les perspectives, par exemple, autour de constitution de filière, je veux dire, parce que les citoyens, pourquoi pas, j'y crois pas. J'y crois pas non plus. Voilà, non, mais concrètement... comment l'ensemble de la filière concernée par le bois peut je sais pas s'il y a des perspectives de construction autour de peut-être le métier de forestier, mais aussi les autres métiers qui sont liés à la production du bois. Je sais pas. Je vais prendre un exemple. En forêt privée, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des groupements forestiers qui se montent. De gens qui rachètent des forêts pour qu'il n'y ait pas une gestion standardisée, etc., etc. Mais c'est comme la consommation militante, quoi. Ça va sauver des petits morceaux. C'est bien. Ça donne bonne conscience. Mais franchement, je ne suis pas sûr que le groupement forestier du Chat Sauvage, pour prendre l'exemple, le groupement forestier du Chat Sauvage, c'est ce qui s'est monté dans le Morvan. Dans le massif du Morvan, donc c'est en Bourgogne, ils ont vu il y a 30-40 ans toutes les forêts feuillues être rasées pour planter du Douglas. Et il y a des gens qui ont commencé à se rassembler, des propriétaires privés, qui ont commencé à se rassembler, qui ont créé un groupement. Aujourd'hui, n'importe qui peut aujourd'hui prendre une action dans ce groupement pour acheter des forêts feuillues, pour pas qu'elles soient rasées, pour être remplacées par du Douglas. C'est une manière de résister. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le groupement forestier du Chat Sauvage va pouvoir acheter tout le Morvan pour empêcher qu'une gestion comme ça se fasse dans le Morvan? Mais bien sûr que non, ça restera toujours marginal. C'est comme la consommation militante. Aujourd'hui, on peut penser que, en effet, si les consommateurs s'organisent et s'ils achètent tous du bio, à la fin, il n'y aura plus d'agriculture productiviste. Mais ça, c'est bien dans la théorie, mais dans la pratique, on sait bien que malheureusement, ça n'arrive pas. Enfin, pour moi, je pense que ça n'arrive pas. Sans décision politique majeure, si demain l'État n'interdit pas les pesticides, si demain n'interdit pas les désherbants, si demain il n'interdit pas les engrais, il y aura toujours des engrais massivement mis dans les... Parce qu'en plus, aujourd'hui, on commence à en mettre en forêt quand même. Hein. Des pesticides et des engrais, on commence à en mettre en forêt parce que quand tu as tout rasé, quand il n'y a plus rien qui pousse, tu finis par mettre des engrais. Parce qu'il faut que ça continue à pousser. Dans les landes, aujourd'hui, ils fertilisent systématiquement. Donc, malheureusement, je pense pas que... Oui, si tu veux le faire, je t'encourage à le faire, évidemment. Plus il y aura de gens qui achèteront une part au groupement forestier du Chat Sauvage, plus il y aura de surfaces feuillues protégées dans le Morvan ou ailleurs en France. Et plus il y aura de forestiers fonctionnaires à l'office qui continueront à résister et à empêcher que des choses se passent, plus on pourra retarder les choses en espérant qu'à un moment donné, ça bascule politiquement. Parce qu'en fait, on est là, on essaye de sauver les meubles,
en attendant des jours meilleurs. Aujourd'hui, on en est là. On essaye de sauver les meubles en attendant des jours meilleurs. On se dit, bah, s'il y a un changement politique, il faut que quand ce changement politique ait lieu, il y a encore des choses pour repartir, quoi. On a sauvé la race vosgienne, la race de vaches vosgienne, il restait plus que 1000 vaches, quoi. Ça tenait plus qu'à 3 personnes. Alors en effet, là, c'est vrai qu'heureusement qu'il y en a que 3 qui ont continué à y croire. Parce que s'ils avaient arrêté d'y croire, on se disait, on s'est foutu. Donc oui, il faut le faire. Oui, au titre individuel, il faut le faire. Et à titre collectif aussi. Mais il faut aussi porter le paix le plus largement possible pour qu'il y ait un changement politique majeur d'ensemble. Parce que sinon, on fera que résister. On fera que protéger quelque chose à une petite échelle. Oui, mais par exemple, le cas du sapin de Douglas. Le sapin de Douglas, il a été créé, on est d'accord, pour que ça pousse plus vite, pour faire du capitalisme, certainement, mais aussi pour faire en sorte que la forêt résiste. C'est quand même une espèce qui pousse très vite, qui a quand même le mérite de conserver de la forêt. Et peut-être que la recherche qui a été faite, parce que c'est de la recherche qui date d'il y a longtemps, les recherches sur le sapin de Douglas, c'est pas nouveau, peut-être qu'au niveau de la recherche, aussi se préoccuper de savoir comment conserver les espèces, comment faire en sorte que les espèces puissent, en diversité, continuer à pousser, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être là aussi que ça peut se jouer. Alors, moi, il me semble que ça ne peut pas être simplement... je ne suis pas forcément pour le sapin de Douglas, mais je ne suis pas contre non plus, parce qu'à un moment donné, ça préserve aussi un peu de forêt. Avec le Douglas, on n'a pas préservé la forêt, on a préservé la production de bois, en fait. Bah, t'as fait en sorte avec... Alors, sur le cas du Douglas, sur le cas du sapin de Douglas, parce que je pense que tout le monde n'a pas saisi ce que c'était le sapin de Douglas. Donc le sapin de Douglas, c'est un bois résineux américain qui a été importé à partir du début du siècle dernier et qui a été massivement importé après la Seconde Guerre mondiale. C'est un résineux qui a l'avantage de pousser vite. Je n'ai rien contre le sapin de Douglas. Rien. Je travaille dans les Vosges et j'ai une surface géographique qui est composée à 95% de résineux. Quasiment en monoespèce qui est le sapin pétiné. Donc, sur le papier, c'est pas mieux qu'une forêt pure de Douglas. Mais il y a une différence fondamentale, c'est comment on la gère. C'est pas le problème, le sapin de Douglas. Le problème, c'est de le couper à 30 cm de diamètre. Le problème, c'est d'y appliquer une gestion agricole. Une plantation de Douglas coupée au bout de 30 ans pour récolter le bois, c'est pas de la forêt. Pour moi. Moi, je suis forestier, et moi, j'appelle pas ça de la forêt. Le film, il commence comme ça. Il y a un naturaliste qui marche dans une forêt de Douglas et il dit « T'entends des oiseaux, là ?» Moi, j'en entends pas. Eh ben non, on n'en entend jamais là-dedans, il n'y en a pas. C'est pas compliqué, il n'y en a pas. J'appellerais ça de la malforêt. Au moins de la malforêt. Voire pas de la forêt du tout. C'est un champ de Douglas. Il n'y a rien d'autre. C'est pas une forêt, c'est un écosystème. Donc, on peut très bien avoir une forêt de Douglas. Avec des Douglas, avec autre chose. Et lui appliquer une gestion forestière, parce qu'il y a une différence entre l'arboriculture, qui est une gestion d'arbres, et la sylviculture. Sylvie, c'est la forêt, c'est pas les arbres. Une gestion forestière. Une gestion forestière, c'est gérer un écosystème. Une gestion d'arbres, c'est gérer des arbres. Je plante, je coupe. Point. Donc, l'essence, c'est rien, finalement, pour faire du sapin. On peut faire... L'épicéa, c'est une essence autochtone. L'épicéa commun, c'est ce que beaucoup achètent pour faire le sapin de Noël à la fin de l'année. L'épicéa commun, c'est originaire de chez nous, c'est européen, c'est français. Il y en a dans les Vosges, il y en a dans les Alpes. Mais quand on rase une plantation, on rase une parcelle de forêt, pour planter juste des épicéas, qu'on coupe tout ce qui n'est pas de l'épicéa, et qu'on le coupe au bout de 40 ans, parce qu'on a décidé de produire ça, c'est pas de la forêt. Pourtant, c'est une essence forestière, mais c'est pas de la forêt. Donc le problème, c'est pas vraiment l'essence qu'on y met à l'intérieur, c'est la gestion qu'on y applique et la logique qu'on cherche à lui imposer. Est-ce qu'on veut de la forêt? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut autre chose que simplement du bois? Ou est-ce qu'on veut juste du bois? Parce que si on veut juste du bois, c'est plus de la forêt. Donc le Douglas, oui, il y a des endroits, ça permet de valoriser des sols. Et pourquoi on n'aurait pas, dans nos peuplements feuillus, mis des Douglas par-ci par-là pour améliorer un petit peu le capital existant? Je parle. En forêt, nous, on utilise le mot capital, mais c'est pas le même capital que le capital financier. Capital, ça veut dire le volume, en fait. C'est ce qu'on a comme bois, quoi. On améliore un peu en mettant du Douglas dans des forêts qui sont très pauvres. Il va y avoir quelques Douglas, et puis pour nous, ça va être bien. On va pouvoir faire des planches, on va pouvoir faire des tables. Mais on peut très bien les couper à 80-90 cm de diamètre, ces Douglas. Et il peut très bien y avoir un nid de chouette dans le Douglas. Ça pose pas de problème. Mais si on coupe au bout de 30 ans, il n'y en aura jamais. C'est ça la différence. C'est pas la même biodiversité non plus des sols quand on a le Douglas que les feuilles. Tout à fait. Bah, évidemment, le problème qu'on a dans ces peuplements monospécifiques de résineux, c'est qu'au niveau recyclage du sol, il n'y a rien. L'arbre il pompe,
il pose ses aiguilles, et ça s'arrête là. Les aiguilles sont là, elles s'empilent, les unes sur les autres, et elles ne se retransforment pas en quelque chose d'utilisable pour les arbres. Alors on mélange avec du feuillu, ça crée un ensemble, mais ça marche sur le feuillu, on prend un peuplement de hêtres. Hêtres, bon, voilà, c'est une essence feuillue très connue, indigène. On prend un peuplement de hêtres purs, les uns contre les autres, il n'y a pas plus de recyclage que dans un peuplement de Douglas. C'est pareil, les couches de feuilles de hêtres vont s'empiler les unes sur les autres. Ce qui fait que ça va marcher, ce qui fait que ça va devenir quelque chose qui fonctionne bien. Un écosystème, c'est un équilibre. Hein. C'est un équilibre, c'est une notion d'équilibre. On atteint un équilibre entre ce qu'on prend, ce qui reste et ce qui se... Ben, c'est pareil, il faut du mélange, quoi. Et puis le jour où... C'est toujours pareil, on met tous nos œufs dans le même panier que si on n'a qu'une seule espèce. Le jour où il y a un parasite sur cette espèce donnée, bon, nous les hommes, on se parasite entre nous. Mais, chez les plantes, c'est quand même un peu différent, c'est des organismes extérieurs qui parasitent. Ils ne se parasitent pas entre eux. D'ailleurs, dans une plantation de Douglas, il n'y a pas les bourgeois puis les prolétaires, ils sont tous dans le même bateau. Et ben, s'il y a un parasite qui passe là-dedans, ben, si c'est tous la même espèce, hein, c'est radical. Il faut s'imaginer que les Landes, le massif landais autour de Bordeaux, c'est 1 million d'hectares de la même espèce et de quasiment la même génétique. Parce qu'en plus de ça, il y a les diversités intragénétiques. Mais... Alors là, c'est la même génétique, mais ils ont tous été sélectionnés à partir du même clone. Le jour où il y a un parasite qui arrive à Biarritz, en un mois, il est à Bordeaux. Vous imaginez, c'est pas tenable, quoi. C'est pas tenable. Donc, feuillu ou pas, ce qu'on a surtout besoin, c'est du mélange. C'est d'avoir des forêts mélangées. Des forêts stratifiées aussi, avec des petits, des moyens, des grands. Pas une plantation agricole, quoi. C'est ça qu'on essaye de résister aujourd'hui. Parce que derrière le modèle agricole, c'est le modèle capitaliste. Le modèle de faire des profits. Parce que le modèle agricole, ça ne veut rien dire. Hein. Il y a des modèles agricoles paysans qui font de la production extensive, de vaches sur des prairies, où il y a un vrai écosystème qui existe. Mais c'est bien le modèle agricole intensif qui est finalement le modèle capitaliste qui prend la ressource naturelle comme objet de production de profit. Voilà. Au Portugal, l'été dernier, il n'y a que des eucalyptus à perte de vue. Il n'y a plus que ça. C'est un feuillu. Ah oui. Ça a beau être un feuillu. Mais comme c'est très sec, quand ça brûle bien. Ah bah c'est... Alors... Les incendies du Portugal de l'été dernier, tu m'étonnes. On parle des incendies du Portugal de l'été dernier qui sont dus essentiellement au fait qu'on ait mis de l'eucalyptus en grande quantité. Mais alors, il s'est passé quelque chose cet été. Ah, vous allez dire, j'aime pas l'Union Européenne. Oui, je n'aime pas l'Union Européenne. Il s'est passé quelque chose cet été en Grèce que personne n'a vraiment évoqué et que j'ai pas évoqué malheureusement. Les incendies les plus meurtriers de l'histoire de l'Europe depuis bien longtemps cet été en Grèce. Des milliers d'hectares et des centaines de morts. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce? On a appliqué une cure d'austérité à ce pays. On a dit, puisque vous avez choisi de rester dans l'Union Européenne, maintenant vous allez voir qu'est-ce que vous allez voir. Et on a dit aux Grecs, pour votre bien, vous allez privatiser la gestion des forêts, mais pas que. Vous allez privatiser la gestion des incendies aussi. Oui, bon, il n'est pas question qu'on ne fasse pas de profit sur la gestion. Je vous ai dit qu'on pouvait faire du service public avec des entreprises privées, il n'y a pas de problème. Il est mauvais, hein, mais il n'y a pas de problème, on peut le faire. On a découpé la Grèce en lots géographiques, et sur chaque lot géographique, on a fait un appel d'offres, à laquelle les entreprises ont répondu pour la gestion des incendies sur ce lot géographique en question. Bon, vous imaginez bien que ces entreprises, elles ont été au rabais, parce qu'il faut bien avoir le marché. Donc évidemment, peu de personnel, peu de moyens. Quand ça commence à brûler, c'est la panique. C'est comme si les pompiers, si vous voulez, il y avait des secteurs, et puis que la caserne de pompiers du 16e arrondissement faisait concurrence à celle du 15e pour grappiller une part de marché sur la gestion des incendies en limite des deux arrondissements. C'est exactement ça. Hein. Donc évidemment, ils vont toujours au moins cher. Ça va jusqu'à des points où cet été, un endroit a commencé à brûler, et on a dit, il faut mettre des canadaires, il faut éteindre le feu avec les canadaires. Et l'entreprise a dit, non, c'est pas dans le marché. Non, je ne suis pas payé pour ça, c'est pas dans le marché. Résultat des courses, il a fallu 1 semaine et demie de traquet administratif. Vous imaginez bien qu'en 1 semaine et demie, le feu il a bien longtemps avancé pour que les Canadaires, après un nouveau marché, parce qu'il faut faire un nouveau marché, c'est la loi des marchés publics de l'Union Européenne. Il faut faire des marchés, la concurrence libre et non faussée. On ne peut pas décider, la nuit, comme ça, à 4h du matin, de décider que ce sera telle entreprise qui va emmener le Canadair dans l'eau pour éteindre le feu. Non, il faut que les entreprises se mettent en concurrence en disant c'est moi qui sera le moins cher pour mettre le Canadair dans l'eau et éteindre le feu. Voilà les dérives auxquelles on va. À la fin, les gens meurent, hein, de toute façon. À la fin, les gens ils meurent et la forêt elle brûle. C'est clair. En France, on y arrivera. Une bonne partie
d'émissions de l'Office aujourd'hui, nous ici on n'est pas trop concernés. Mais c'est la gestion des incendies en forêt méditerranéenne, c'est gigantesque. Ça représente un nombre de personnel incalculable. C'est nous qui gérons ça aujourd'hui. Ça s'appelle la défense des forêts contre les incendies. C'est à la charge de l'ONF aujourd'hui. J'ai oublié de le dire ça tout à l'heure. Vous imaginez bien que quand on sera privatisé, la gestion des incendies dans le sud de la France sera à la charge d'une entreprise privée. Il faut faire du profit surtout. Bah oui, parce que on est dans un capitalisme, tous les marchés sont occupés, il faut en créer des nouveaux. Hein. C'est obligatoire, il faut en créer des nouveaux. Mais celui-là, c'est un nouveau. Ça marchera, vous verrez, ça marchera. Jusqu'à ce qu'on brûle. Et ça collera bien avec la directive européenne, tout brûler. Le cercle est bouclé, si je puis dire. Blague à part, la directive européenne est sortie juste avant les incendies en Grèce. Alors, décidément, les Grecs, c'est toujours les modèles de l'Europe. Hein. L'Europe a dit tout brûler, tac, et un mois après, il brûlait. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas mis dans des centrales, alors bon, ça n'a pas bien marché. Mais on peut quand même faire autrement. Enfin, tu m'as posé cette question-là tout à l'heure, mais j'ai pas répondu aussi. Il y a des gens qui font autrement, même en forêt privée. Même dans les logiques privées. Il y a quand même des gens qui aiment leur métier et qui font autrement. Ça s'appelle le réseau pour les alternatives forestières. Le RAF. Et le réseau pour les alternatives forestières, il prouve qu'on peut faire autrement. On peut avoir une gestion où on continue de produire du bois pour les besoins de la société, tout en broyant pas tout, quoi. Et même des gestionnaires forestiers privés le font. Et dans le film, il y en a un qui est interviewé à la fin du film, et il le dit lui-même, aujourd'hui, si je peux le faire, c'est parce que je suis un peu libre financièrement. C'est-à-dire que j'ai un carnet de clients, et si je dis non à quelqu'un parce qu'il veut me faire planter du Douglas, ça va, je peux encore vivre le lendemain. Mais quand il n'y aura plus que des indépendants, payés, il n'y aura pas le choix de dire oui. Et le RAF soutient Paulus ? Comment ? Le RAF soutient Paulus ? Oui, bah, le RAF est membre du collectif SOS Forêt. Le mouvement du chat sauvage dont j'ai parlé tout à l'heure est membre du RAF. On a des gens nous-mêmes à titre personnel qui sont membres du RAF, etc. Donc tout ça c'est imbriqué évidemment. Mais le monde forestier c'est un monde tout petit. Hein. Avec la forêt privée, en matière des gestionnaires, on ne représente pas 20 000 personnes. C'est vraiment c'est minuscule. Hein. C'est un cercle, une famille très petite. Hein. Alors, on a beau être imbriqués les uns dans les autres. C'est un peu dû aussi, là, je sors complètement du sujet, mais le forestier a toujours travaillé tout seul en forêt. Il vivait dans des maisons forestières loin du village. Il aime bien être tranquille, le forestier. Alors longtemps, il a cru qu'il allait pouvoir se battre en restant tranquille chez lui et sans aller vers les gens. Bon, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas possible quand même. Hein. Que le forestier, il faut qu'il sorte de ce carcan où il est dans sa forêt. Il faut que la lutte des forêts soit en dehors des forêts, parce que sinon on n'y arrivera pas. Même si ça suffira certainement pas d'ailleurs. Non, ça suffira pas. Hein. Je pense au parc Yassouni en Équateur, où l'Équateur avait demandé l'aide internationale, parce qu'il y a du pétrole en quantité là-dessous, et l'Équateur a demandé l'aide internationale en disant, écoutez, on s'engage à ne pas forer le pétrole, mais donnez-nous un montant compensatoire. Ah oui, a dit l'Union européenne, pas de problème. Tiens, ensuite au-dessus et tourne. Finalement, la crise économique est venue par là-dessus et l'Union européenne n'a pas fait. Entre-temps, ils ont viré Raphaël Correa. Oui, non, mais c'est ce qu'il a dit. Celui du dessus, il tourne. Ça veut dire ça. Ouais, c'est ça. C'est lui qui avait demandé. Voilà, mais Correa, l'Union européenne. Ils l'ont viré, c'est ça, avec des manouilles Oui. pas possibles. Et l'Union européenne, elle n'a rien filé du tout. Ah bah non. Ah, le pétrole, ça Alors, apporte davantage. Je mets attention, un avertissement, parce que ce que je vais dire là, c'est très dangereux. Ça peut inoculer le virus du communisme, ce que je vais vous dire là. Donc attention, c'est très dangereux ce que je vais dire là. J'ai un ami qui est polonais, et qui est reparti en Pologne il n'y a pas longtemps, et qui est parti visiter une des plus vieilles réserves biologiques du monde, qui s'appelle la réserve de Białowieża. Réserve créée au temps de la Pologne communiste. Et donc, il a visité, en fait, la réserve de Białowieża est à cheval sur deux pays, la Pologne et la Biélorussie. Et la Biélorussie, vous le savez, c'est la dernière dictature communiste d'Europe. Et donc, c'est pas moi qui le dis, hein, attention. Et il m'a dit, j'y suis allé, et j'ai visité les deux côtés de Białowieża. Il m'a dit, bon, c'est pas chauvin ce que je vais dire là, hein, mais côté polonais, c'est mal en point. Hein. Il tape dedans sévère. Alors que côté biélorusse, ça représente un tiers à peu près. Côté biélorusse, rien n'a bougé, c'est toujours assez bien protégé. Donc vous allez me dire, bah tiens, c'est marrant, c'est bizarre. Hein. Pourquoi côté biélorusse, alors que c'est une dictature communiste, c'est mieux protégé
En Pologne, qui est une démocratie, hein, où le Parti communiste est interdit, donc normalement c'est une démocratie, puisque le Parti communiste est interdit. L'ennemi étant pas là, normalement ça doit bien se passer. Et donc, bon, ça c'est un fait, mais je me sers de cet exemple-là pour atteindre un autre exemple, qui n'est pas un exemple forestier, mais qui est un exemple sur ce que l'exterminisme capitaliste est capable de faire par rapport à ce qu'était capable de faire le communisme. On va partir aux confins de la Russie, dans le Kamtchatka. C'est vraiment l'extrémité orientale de la Russie. Là-bas se reproduit 25% du saumon du Pacifique. Un quart des saumons du Pacifique se reproduisent là-bas, au Kamtchatka. Et depuis 1990, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 1990. Je me souviens plus. Je sais pas. Il s'est passé un truc, mais je me souviens plus. Depuis 1990, cette zone fait l'objet des appétits divers, de grosses industries agroalimentaires qui transforment du saumon sauvage. Parce qu'évidemment, le saumon dans l'océan, c'est pas facile à pêcher. Mais quand le 25% du saumon du Pacifique se rejoint dans le même fleuve, là c'est facile. Là tout d'un coup ça commence à devenir vachement intéressant. Alors, au mépris de tout ce qui repose sur le saumon au Kamtchatka, la plus grande population d'ours bruns du monde, des populations indigènes. Ah merde, l'Union soviétique les a pas détruits. Merde, je croyais. Alors, les populations indigènes, qui se nourrissent du saumon, quasiment exclusivement du saumon, parce que vous imaginez bien qu'au Kamtchatka, à part le saumon dans les rivières, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et sur la côte, s'est installé des grosses usines. Ils ont commencé par pêcher le saumon dans le fleuve, dans les années 90. Mais il y avait de plus en plus de concurrence, donc on a commencé à pêcher le saumon dans l'estuaire. Puis après, on a commencé à pêcher le saumon un petit peu devant le littoral. Puis après, on l'a pêché encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Résultat des courses, on a divisé la population d'ours par 2. On a divisé la population de saumon par 10. Et aujourd'hui, les saumons, ils n'arrivent même plus à atteindre le fleuve qu'ils se font pêcher avant. En 30 ans, le gisement est détruit. Les populations indigènes n'ont même plus de quoi bouffer. Les petits pêcheurs, parce qu'il y avait des petits pêcheurs locaux qui pêchaient un peu de saumon à la barque. Et puis voilà, qui revendaient ça pour... Les petits pêcheurs, ils n'ont plus de saumon parce qu'ils ne peuvent pas aller à 100 km du large pour aller chercher les saumons alors que les gros cargos y vont. En 30 ans, le capitalisme a réussi à détruire ce que le communisme avait protégé en 90 ans, enfin 80 ans. En 30 ans, plus rien. Il faut 30 ans au capitalisme pour détruire un écosystème entier. Une région qui est grosse comme la France quand même. Il restera rien. Plus les ours, plus les indigènes, rien. Ah, c'est pas gay, j'aurais pas dû te faire revenir. C'est jamais gai de constater que la gourmandise du capitalisme sont capables de faire, mais voilà, l'extériorisme capitaliste, c'est jamais un récit qui est très gai. C'est beaucoup plus gai de parler des conquêtes ouvrières qu'on a fait par le passé, etc. Ça peut vous montrer qu'on est capable de le refaire encore. Mais c'est quand même beaucoup plus gai de penser qu'en 2000, Cuba a interdit les pesticides. Bon, certes, ils n'avaient pas le choix. Je suis d'accord. Parce qu'après, il n'y a plus d'URSS, plus personne pour les produire. Ils ont arrêté de les utiliser d'eux-mêmes. Mais quand même, il n'y a pas un autre pays développé. Ils pouvaient les acheter aux Chinois. Oui, ils pouvaient les acheter aux Chinois. Ils ont refusé. Mais depuis 2000, il n'y a plus de pesticides qui sont utilisés. Ils ont développé une agriculture paysanne qui fait que aujourd'hui, tous les agriculteurs qui passent au bio en France vont se renseigner sur ce que font les Cubains, parce qu'eux, ils sont vachement plus avancés sur les techniques pour faire du bio. Sauf qu'il n'y a pas de label là-bas, pourtant. Bon. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. S'il n'y a pas un changement politique majeur à un moment donné, voilà, ça changera pas, quoi. Donc, on peut quand même faire. La preuve, on peut faire. La preuve, puisque à Biéloveïa, on arrive à protéger de la forêt. Et on arrive quand même dans d'autres pays d'Europe. Moi, je pense aussi à la Slovénie, qui a interdit les coupes rases en 1989. Bon, c'est un petit pays, la Slovénie, mais quand même. À la Suisse, et même à l'Allemagne. Même l'Allemagne, qui est quand même pas non plus... voilà. Pas non plus un pays bolchevique, loin de là. Même l'Allemagne a compris. L'Allemagne n'a pas privatisé son organisme de gestion des forêts publiques. D'ailleurs, la Belgique non plus. D'ailleurs, il n'y a que la France qui va le faire. Hein. Faut bien qu'on soit en tête dans quelque chose, vous me direz. Hein, alors bon... On est, voilà, faut qu'on se marie, on est champion du monde. Donc, on est quand même en train de faire ce qu'aucun autre pays européen a fait à part la Grèce. Si vous laissez imaginer le chemin qu'on est en train de prendre. C'est à peu près un bon exemple hein, de où on va. Même les Allemands, aujourd'hui, se disent non, il faut quand même qu'on ait une gestion forestière. Parce que les sols, il faut qu'ils continuent à produire du bois, il faut qu'on en ait encore dans 20-30 ans, quoi.
Donc il faut quand même qu'on ait une gestion forestière au-delà des générations, etc. Donc ce qui faisait avant consensus, pour reprendre ce que disait Ruffin, à un moment donné ça faisait quand même consensus, y compris chez les bourgeois, que la forêt ils en avaient besoin aussi. Mais chez les bourgeois il y a quand même que le profit qui compte. Et quand à un moment donné, parce qu'ils peuvent s'amuser ailleurs, ils laissent la forêt tranquille, quand ils peuvent plus s'amuser ailleurs, eh ben ils y viennent. Ça c'est clair. Et il ne faut pas rêver. Ils y viendront aussi en Allemagne si rien ne change, et ils y viendront aussi ailleurs, mais la Suisse, bon, il y a d'autres pays, bon, la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. La Suisse, elle aussi, a quasiment interdit les coupes rases. Ils vont même plus loin, les Suisses, ils ont interdit carrément de pénétrer avec des machines en forêt, ce qui fait qu'ils débarquent de tout à l'hélicoptère. Il faut bien se le dire aussi, ça. Alors c'est un choix, hein, mais il n'y a pas de machine qui rentre en forêt. Donc pas de route, pas de machine, pas de route. Hein. Donc voilà, c'est une autre gestion. Mais il y a quand même des motifs de réjouissance, je dirais. Il y a des choses qu'on fait ailleurs qui vont dans le bon sens. En France, en ce moment, on est à la croisée des chemins, quoi. On est à la croisée des chemins et on ne choisit pas pour l'instant le bon côté. Une petite question, est-ce que France Nature Environnement participe au mouvement D'ailleurs, France Nature Environnement est le seul syndicat, le seul avec les syndicats de l'ONF qui, lors du conseil d'administration de 2015, qui devait faire état des nouveaux changements, etc., a voté contre. Puisqu'ils ont un siège au conseil d'administration. Est-ce que l'ONF s'occupe des forêts aussi de Nouvelle-Calédonie? Oui. Alors attention, parce que dans les DOM, il y a des... pas des filiales, mais il y a des systèmes un peu différents. C'est pas toujours l'ONF, mais c'est des fois des choses qui sont rattachées à l'ONF, des services départementaux comme le DDT, quoi, mais qui sont rattachés de près ou de loin. Est-ce que vous avez des contacts ou des actions communes avec les ZAD, comme pour le contournement de Strasbourg, par exemple, qui supposait la destruction d'une forêt, ou à Notre-Dame-des-Landes aussi, où il y a d'après le coquille d'hier, en fait, il ressort que la forêt de Roanne va être gérée par l'ONF. Alors, attention, il faut bien dissocier les personnels de l'ONF de la direction de l'ONF. La direction de l'ONF, ils avalent toutes les couleuvres possibles et imaginables, ils vont dans tous les coups fourrés possibles et imaginables, puisque c'est certainement eux qui vont remplir l'appel d'offres, enfin, qui vont récolter l'appel d'offres pour raser la forêt de Kobelsheim. C'est eux qui ont eu l'appel d'offres pour gérer la fameuse histoire de Bure. Et c'était eux qui étaient bien placés, et tu viens de me donner la confirmation, qu'en effet, à Notre-Dame-des-Landes, ils allaient récupérer la gestion de la forêt. Mais les personnels sont très nombreux, et depuis longtemps, à être... Kobelsheim, je ne peux pas le dire parce que c'est récent, à être à Notre-Dame-des-Landes, il y en avait un nombre assez important, on en connaît d'ailleurs, j'en connais personnellement, à Bure, pour d'autres raisons. Donc, il y a toujours eu... on a même fait une ZAD nous-mêmes quand on a eu notre campus, quand ils voulaient vendre notre site de formation, il y a une ZAD qui s'est montée sur le site de formation. Donc, il y a toujours eu, avec ces militants écologistes, plus qu'une connivence. Voilà, plus qu'une connivence. Qui sont, il faut bien se le dire aujourd'hui, les seuls qui exercent une vraie lutte radicale contre le capitalisme sur ce terrain-là. C'est clair. Une vraie résistance nette, hein, et concrète. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.